Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chit Chat, le podcast dans lequel je suranalyse tes téléréalités préférées. Et aujourd'hui, on est samedi, donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Chit Chat des cœurs brisés, dans lequel on va creuser ensemble tout ce qui s'est passé sur la semaine 11 dans la Villa des cœurs brisés saison 10. Donc on se parle ici des quotidiennes 52 à 56. Et évidemment, comme chaque semaine dans la villa, j'ai énormément de choses à débunker, à critiquer. Voilà, baissez tout de suite le son de vos AirPods. On a eu un coaching cette semaine. Giovanni a une meuf. Eminem et Maïsan sont toujours toxiques. Et vraiment, Océane continue à naviguer les red flags à l'aide de ses connaissances. Vraiment, c'est un bain de minuit permanent en eau trouble pour elle. Donc voilà, globalement, on a de quoi gueuler cette semaine. On est ravis. Voilà, voilà. Donc, pour creuser un petit peu le sommaire, juste pour voilà, se mettre en détail un petit peu l'ordre du jour, en grand 1, nous avons Giovanni qui a en fait une nouvelle meuf comme chaque mois finalement. Donc on va se parler de la dynamique Giovanni et Cynthia. Spoiler, on est vraiment sur le cliché absolu d'une histoire d'amour en télé-réalité. Voilà, 2014 sur nous, vraiment, c'est un retour dans l'histoire. Voilà, c'est une traversée des antiquités de la télé-réalité, leur dynamique relationnelle. Donc, c'est un régal, non, mais ça nous fait de quoi analyser, oui. Ensuite, toujours dans ce qui ne nous régale pas, on va se parler d'Emin et Maësan. Donc, Emin et Maësan qui sont de retour dans la villa comme si de rien n'était, alors que la semaine dernière, grande lettre, coaching de Lucie, etc. Ciao bello, ciao bella. Finalement, ils sont ensemble comme en 40. Et en plus, vu qu'on est à la fin de la saison et qu'il faut respecter le schéma narratif attendu d'un couple phare dans une émission de télé-réalité comme celle-là, eh bien, l'attendu, presque contractuel, j'ai envie de dire, c'était qu'ils se remettent ensemble à la fin et que ça se termine bien ou pas bien, on sait pas trop. En fait, on sait pas. On sait pas s'ils sont amoureux ou pas. On sait pas aussi si, je sais pas, si une noix de coco est tombée sur la tête de Maïsan. Sans doute, c'était le prix un cocotier. Voilà, pour continuer à perdurer dans son combat contre Emine, on sait pas trop. J'avoue que ça restera un des mystères de ma vie. Pourquoi Maïsen est toujours accroché à Emine, voilà, si quelqu'un a la clé de cette énigme, j'aimerais qu'on s'en reparle. Donc bref, en tout cas, on va creuser un petit peu le sujet parce que pour moi, là, on est clairement dans une dynamique qui est complètement pour le développement narratif de l'émission, voilà, et qui, somme toute, n'est pas si surprenante, mais à la fois, on a envie d'envoyer des SOS à Maïsan. Des fois, j'essaie de voir si elle cligne plusieurs fois des yeux pour nous envoyer un appel à l'aide, je ne sais pas. On en discutera. Ensuite, on va se parler de Daniel. La prod a enfin trouvé une meuf pour Daniel. Enfin, une dynamique romantique commence pour lui. Donc, c'est pareil, ils y arrivaient pas, sauf que là, on arrive sur les 15 derniers épisodes, non, même les 10 derniers épisodes de la saison. Pareil, pour le développement narratif, c'était pas terrible de laisser Daniel, qui a eu son coaching, qui s'en souvient, en 2003. Vraiment, c'était au début de la saison. Donc, et depuis, il give pas grand-chose parce que, bah, en fait, de base, déjà, il ramène que des meufs qui ont 15 ans de moins que lui et on trouve ça hyper normal qu'il date des meufs de 20 ans. Spoiler, no! Mais du coup, bon, bah voilà, il a pas trouvé sa dynamique hein. C'est la journée du coup, apparemment. On va se recentrer, Sarah. Mais bref, donc il a pas trouvé sa dynamique avec Mélanie non plus. Bon, alors qu'on aurait pu y croire, hein, en vrai. Il y aurait pu y avoir une proposition. Mais Mélanie n'avait pas eu son coaching et maintenant qu'elle a cassé des tasses, ça va beaucoup mieux, le saviez-vous? Bref, donc du coup, Daniel, bah, voilà, comme il trouvait personne sur Bali, hasard de dingue, il a trouvé par hasard, il a refait par hasard la rencontre d'une jeune femme avec qui il a une grosse complicité. Donc c'est-à-dire qu'il lui avait parlé une fois, hein, en langage télé-réalité. Forte complicité, c'est on s'est déjà envoyé des DM Insta. Juste, c'est pour se recaler sur les wordings, on est plus clair comme ça, sur les éléments de langage. Donc bah, voilà, hasard de dingue, suite à un billet d'avion payé par la prod, il a croisé, son crush par hasard, donc ça va être son crush de fin de saison, bien sûr. C'est pas très passionnant comme histoire, je trouve, mais néanmoins, bon, bah, ça fait partie du montage de la semaine. On va ensuite, en parlant du montage de la semaine, se parler du seul coaching qu'on a eu cette semaine. Encore, on a connu des semaines sans coaching, hein, ne pleurons pas, ne nous plaignons pas. C'est pas comme si c'était le concept de l'émission de base. Du coup, bah, coaching de Mélanie. J'avoue que c'était parmi les coachings qui m'intéressaient le plus. En fait, c'est pas très étonnant. Ils ont gardé, je dirais, les coachings qu'on attendait le plus pour la fin de la saison. Mélanie, j'avais beaucoup d'attentes parce que Mélanie, une semaine sur deux, elle me tend un peu, et une semaine sur deux, et l'autre semaine, j'ai de l'empathie pour elle. Et je comprends qu'elle me tend ou qu'elle a des comportements de pick me parce qu'elle a intériorisé plein de choses du fait de son parcours de vie, du fait que ça fait 10 ans qu'elle est en télé-réalité. Donc, bah, ça altère vraiment
ta chimie, cérébrale. Vraiment, ça change ton cerveau, je pense, au bout d'un moment et ça te fait, intérioriser pas mal de codes de pick me, un peu volontairement ou involontairement. Mais donc bref, j'avais très hâte de son coaching. Bon, bah, voilà, elle a cassé des tasses, on est content. Voilà, on est allé faire des cours chez Alinéa et on a pété les tasses juste après. C'est sympathique. À part ça, je vous cache pas que je vois pas la proposition, d'accompagnement sur le long terme et surtout qu'il y a quelque chose qui m'a un petit peu ou beaucoup choquée dans ce coaching, je vous en reparlerai et en fait, je pense que c'est, le témoin, global de tous les coachings, dans la villa, en tout cas sur cette saison et en fait, j'ai mis les mots sur un nouveau truc sur un truc qui me dérangeait de manière latente dans les coachings, mais j'arrivais pas à verbaliser et ça s'est éclairci pour moi avec, Mélanie. Donc je vous en reparle parce que j'aimerais vraiment savoir si je suis la seule là-dessus, comme je sais que vous aimez bien commenter, notamment sur YouTube aussi. Bah, je suis très curieuse par rapport à ça. On va se parler enfin pour terminer, des dynamiques relationnelles les plus toxiques parce que oui, 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 sachez-le, j'ai déjà parlé de Giovanni et d'Emile et pour autant, ils ne sont pas dans mon top tier, toxique de la semaine. C'est assez alarmant sur ce qui se passe dans cette villa des enfers. Mais bon bref, on va se parler de, donc Patrick et Clarisse où, tout le monde a tourné ça en dérision, en humour. «Ha ha, c'est trop drôle, il est insistant, elle lui dit 14 fois non» et il continue à essayer, de, lui, faire la danse de l'appli pour sortir avec elle parce qu'il se rend compte que c'est la seule meuf qui lui correspond dans la villa et que, il était pas concentré et qu'il a pas compris ce que c'était, la dynamique qu'ils avaient, à l'époque. Et beh, écoutez, moi j'avoue que ça m'a pas fait si rire que ça. En fait, je trouvais qu'il nous donnait des séquences assez rigolotes, mais que globalement, c'était quand même méga, problématique le fait que Patrick insiste autant et qu'ils se retrouvent à devoir dormir ensemble, l'air de rien parce que ah ah, hasard de dingue, il y a plus de budget pour payer une quatrième chambre. Apparemment, on a des budgets, pour, des tasses, qu'on casse tous les jours, dans cette, punaise de villa. On a des budgets pour des billets d'avion, toutes les 5 minutes pour être dentatrice. Par contre, dès qu'il s'agit d'avoir une salle de bain avec une porte, là, il y a plus d'argent. C'est intéressant le business model, chez TF1, à propos de la villa et puis pour terminer, on va se parler d'Océane. Océane, vraiment, c'est un peu ma révélation de la saison, comme je vous avais partagé, déjà ce point sur les précédents épisodes. J'avais pas beaucoup d'attentes et je trouve qu'il y a énormément de choses à analyser, à observer. J'ai beaucoup d'empathie pour elle parce que pour l'instant, elle est vraiment, ouais, elle se noie dans pas mal de schémas, toxiques, mais en fait, je pense que c'est l'histoire de vie de beaucoup plus de gens qu'on imagine et je pense qu'il y a voilà, il y a un intérêt, en fait, dans le développement narratif d'Océane qui est que, c'est un peu un espèce de clip de prévention contre les relations toxiques. Dans le sens où, en fait, bah, sa dynamique avec, je crois qu'il s'appelle, Maxime, sa dynamique avec son tentateur, c'est vraiment chaque phrase est un problème. Chaque phrase, on dirait que c'est un ouais, vraiment, c'est un espèce d'exemple de tout ce qui ne va pas. En fait, chaque phrase est un red flag dans leur navigation relationnelle, mais pas que du côté de Maxence. Il y a aussi, plein de red flags aussi chez Océane, non, du côté de Maxime, pardon. Excusez-moi, je suis toujours, hantée par le départ de Maxence, qui était la seule personne à laquelle je me raccrochais dans cette émission. Enfin, Maïssa et Clarisse aussi, mais vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on va s'en reparler, on va se creuser ça parce que je trouve que, pour le coup, Océane, elle aurait eu tellement besoin que la villa soit premier degré, un vrai concept thérapeutique et Océane, c'est pas elle fait partie de ces exemples où je vous disais la semaine dernière que, franchement, un casting plus restreint, avec des profils qui ont vraiment besoin d'un accompagnement approfondi, ça aurait pu être passionnant et honnêtement, Océane, une saison très focalisée sur, son évolution, le fait de l'aider à aller mieux, dans sa relation, avec autrui, au sens large et avec les hommes en particulier, ça aurait été vraiment, hyper intéressant et on aurait tenu un concept et puis, bah, bon la prod s'en fout, on n'est pas là pour, s'intéresser aux gens, mais ça aurait peut-être été bien pour elle, quoi. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Océane, donc on va s'en reparler. Mais en attendant, on va démarrer l'épisode tranquillement, dans, la joie, la bonne humeur, parce qu'on va se parler de Giovanni, mon petit chouchou. Non. Alors, plot twist, Giovanni et Cynthia sont en couple. Tout le monde est vraiment surpris. C'est pas du tout l'histoire que la prod voulait pour cette fin de saison en amenant Cynthia. C'est pas du tout ce vers quoi Giovanni et Cynthia voulaient aller. Vraiment, tout le monde tombe de la commode. Voilà, donc sans surprise. Ah, vraiment, je suis au bout du rouleau.
sans surprise, ils sont en couple, je respecte totalement leur dynamique amoureuse et je suis très heureuse pour eux parce que sans doute que, ils ont vécu un très bon moment sur les îles Gili. Après, je vous cache pas que vraiment ça m'a pas touchée, mais vraiment même pas de loin, quoi. Ça m'a vraiment, je enfin, ça ne m'a pas intéressée de bout en bout. En fait, je pense que c'est pour moi, une histoire d'amour qui est, encore une fois, comme je disais dans le sommaire, trop 2014. Vraiment, on est, dans les Marseillais, on a tous les codes. En fait, ils ont tellement intériorisé les codes des relations en télé-réalité qui nous servent le même plat que ce qui nous servait dans leurs émissions il y a 5 ans. C'est assez, enfin, c'est vraiment le schéma narratif classique, basique de, l'ancien monde de la télé-réalité, j'ai envie de dire, avec ces candidats, qui ont, 5-10 ans d'XP. On est sur LinkedIn, hein, c'est ouais, c'est un ce sont des profils seniors, hein, vous ne le savez pas, mais ils ont de l'XP, hein. Voilà, mais enfin, c'est plus intéressant. Je ne vibre plus une seconde devant ce type, de dynamique et alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à cette phrase, mais il y a un moment qui m'a particulièrement, interpellée. C'est, le fait que, Giovanni et Cynthia se disent, l'un à l'autre à un moment, voilà, qu'ils s'étaient déjà un petit peu, approchés puisque pour rappel, voilà, cet homme est en pré-crush avec toute la France de Macron, donc il a une liste de futurs flirts et de futurs couples possibles à développer dans des émissions de télé-réalité et du coup, on sait que, voilà, il savait que, en se retrouvant sur une émission, il allait sans doute se passer quelque chose et c'est quelque chose qu'on ressent depuis le début. De toute façon, j'ai l'impression que les dynamiques amoureuses se déroulent absolument toutes comme ça dans la villa et en fait, toutes les dynamiques amoureuses qui vont fonctionner dans cette saison, c'est des dynamiques qui ont été préconstruites à l'extérieur. Si vous regardez bien, tout ce qui a commencé, tous ces tentateurs et ces tentatrices avec qui je dirais les candidats, phares du programme, enfin en tout cas les candidats, vraiment au cœur de l'intrigue, ceux qui sont dans la villa, voilà, ils ne vont développer des dynamiques amoureuses qu'avec des tentateurs et des tentatrices, enfin pardon, des prétendants et des prétendantes. Faudrait pas qu'on confonde avec l'île de la tentation, hein. C'est pas comme s'il y avait une séquence sur 2 qui était exactement la même. My bad. Donc avec leurs prétendantes là, en fait, c'est tout le temps, des personnes, voilà, qui ne leur sont pas des inconnus et en fait, je me demande à quel point, heu, même dans la vie, je dirais civile, hors caméra, je me demande à quel point ils créent pas des espèces de pré-crush, pré-flirt, consciemment ou inconsciemment, pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent quand ils seront en tournage. Parce que vous savez qu'en gros, quand, les candidats, bah, s'apprêtent à arriver dans la villa, ils fournissent à la prod une sorte de listing de, leurs ex, de leurs, notamment, bah, là, vu que c'est en tournage à Bali, de toute personne, à Bali, comme ça fait un petit peu moins cher en termes de frais de prod, qui pourrait être intéressante. D'où le fait que, par exemple, Amy qui est venue voir Gabriel, c'est littéralement Gabriel qui avait donné ce nom en amont du tournage, sans imaginer qu'il allait tomber amoureux, de Lisa Marie et cetera et donc, bah, par exemple, pour, Giovanni et Cynthia, bah, je pense que clairement, Cynthia, bon, elle, pour le coup, c'est une candidate, bah, déjà, très installée dans le milieu de la télé-réalité, donc elle n'arrive pas en prétendante. Mais je pense que, Giovanni étant un des candidats phares de l'émission, dans le sens où il a fait la saison du début à la fin, bah, en fait, il a donné le nom de Cynthia et ça leur a donné envie de se dire: «Bah, on va prendre Cynthia aussi sur cette saison parce qu'il peut y avoir une dynamique» et puis on en reparlera tout à l'heure, mais c'est la même chose avec, Mounia et Daniel, où Daniel, en fait, avait donné clairement le nom de Mounia en amont du show, quoi, en amont de l'émission et en fait, je me demande à quel point ça altère leur, dynamique relationnelle, même à l'extérieur, dans le sens où ils ont tellement besoin de se garder un verre d'eau pour la soif, de se garder une relation pour, un développement relationnel pour la villa, que je me demande vraiment si, en fait, ils arrivent encore à tomber amoureux quand ils ne sont pas en tournage. Après, ils sont souvent en tournage, mais si vous voulez, vous avez jamais vu un couple avec 2 personnalités qui font de la télé-réalité depuis un moment, tomber amoureux hors caméra, c'est très rare. On avait, Thibaut Garcia et Jessica Thivenin, à l'époque, qui étaient, les 2 des Marseillais qui étaient tombés amoureux hors caméra. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, plot twist, ils m'ont divorcé, j'étais extrêmement choquée. Mais bref, c'est une exception qui confirme la règle. Tous les couples de télé-réalité, a fortiori les couples où les 2 sont déjà,
des profils ancrés, expérimentés en télé-réalité vont naître devant les caméras. Parce qu'en fait, c'est presque du gaspillage que ton couple soit, secret, très tranquillement, à la maison, quoi. En fait, c'est pas l'objectif. Pour eux, c'est aussi leur gagne-pain, et c'est aussi une assurance de visibilité, que de développer un couple à la caméra. Mais ça, c'est un ancien code, je pense, de télé-réalité. On en a parlé, 1 500 fois, hein, qui est voué à s'éteindre. Parce qu'on on vient de plus en plus sur des télé-réalités où il y a du jeu, où il y a de l'objectif et où, en fait, les histoires d'amour ne peuvent plus être le seul développement narratif autour de toi quand tu es candidat ou candidate. Donc je pense que c'est un code qui va peu à peu s'éteindre, mais c'est un code qui perdure chez des profils qui sont déjà en télé-réalité depuis un moment, dont Giovanni. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression d'assister, quand on voit le rapprochement de Giovanni-Cynthia, à la même relation qu'on a déjà vue 25 fois dans les différents formats, de télé-réalité qui sont, peu ou prou, à peu près, dans la même dynamique que la villa. Et en fait, c'est pour ça qu'on se lasse aussi. C'est parce que c'est tellement téléphoné, c'est tellement, évident qu'ils vont se mettre ensemble et que juste, en fait, ils font attention à pas se mettre ensemble trop vite, bah, en fait, on s'ennuie. Clairement, c'est très étonnant aussi, vous remarquerez bien, que quand c'est des tentatrices, ils les chopent très rapidement. En fait, il y a vraiment 2 dynamiques, amoureuses différentes, c'est vraiment des templates. On a l'impression que c'est vraiment qu'ils reçoivent des PDF de la prod avec comment, naviguer la relation. Mais je pense que c'est même plus un truc que la prod leur demande. Comme ce sont des candidats, professionnels et surtout là, sur la saison 10, on a quand même beaucoup de candidats qui ont un background, qu'on a vu pas mal et cetera, donc ils ont les codes. Et en fait, si vous remarquez bien, il y a une dynamique où les tentatrices, les tentateurs, ils vont se choper très vite avec les candidats parce qu'en fait, la tentatrice ou le tentateur, s'il veut pouvoir être visible à l'écran sur la saison, sa seule porte d'entrée, c'est de choper quelqu'un. Ça, c'est, quelque chose qu'on avait déjà creusé, mais quand tu prends un pas de recul, c'est extrêmement choquant de se dire qu'en gros, c'est soit, tu roules une pelle à Giovanni, soit tu peux pas faire carrière en télé-réalité. C'est assez, problématique. Enfin, en tout cas, après, les personnes sur le papier viennent en production, signent un contrat, donc elles consentent à ça, mais elles consentent pas à ça. Sur le contrat, il y a pas écrit: «Si tu veux rester dans l'émission, va falloir pécho», en fait. Mais c'est juste un code sous-entendu de télé-réalité parmi tous ces codes sous-entendus de télé-réalité qui sont extrêmement problématiques, qui sont extrêmement défavorables, souvent aux meufs d'ailleurs, mais il y a les mecs font aussi la même chose, voilà, vis-à-vis, des candidates meufs. Je dis mec-meuf à chaque fois puisque on rappelle qu'on a hétéroland, hein, sur cette saison. Mais, c'est vrai qu'il y a cette dynamique-là. Inversement, s'il y a un rapprochement entre 2 personnes de la villa, donc par exemple Giovanni, Cynthia, vous remarquerez bien que là, bizarrement, ils se sont chopés beaucoup moins vite. Et c'est pas juste une histoire de Giovanni, était en couple avec Ilona. Bon, il était en couple tout seul, je pense, mais pourquoi pas? C'est vraiment parce que ce serait bête pour le coup, d'aller aussi vite, dans, leur mise en couple parce que en fait, une fois que tu t'embrasses, c'est la fin de l'histoire. En télé-réalité, c'est comme un téléfilm américain, de Noël. C'est au bisou que l'histoire s'arrête. Alors que, ironiquement, on est dans la villa des cœurs brisés et qu'on sait que le plus dur, dans ce parcours thérapeutique où tu veux déconstruire ton rapport à l'amour, c'est pas juste la phase de séduction. Le plus dur du travail, ça va être après quand tu vas te remettre en couple avec quelqu'un et qu'il va falloir déconstruire tes schémas. Mais est-ce que Lucie va les aider à, protéger leur relation et à déconstruire leurs schémas? Absolument pas. Mais donc vous voyez bien que, Cynthia, Giovanni, même s'il y avait pas eu Ilona, ça aurait mis à peu près le même temps, voire même c'était intéressant pour, Giovanni qu'il y ait Ilona dans les parages parce que ça crée un truc un peu dramatique de amour impossible, je suis déjà en rapprochement. Mais qu'est-ce qu'ils sont proches les uns des autres? Ils sont tous en rapprochement. C'est fou la proximité dans cette émission. Mais du coup, voilà, ça empêche l'amour tout de suite et du coup, il se dit: «Génial, j'en ai pour 15 épisodes à passer à la caméra». Vraiment, c'était impeccable et de toute façon, c'est tout est écrit. C'est-à-dire que tout est écrit dans la tête de la prod et dans la tête des candidats. Ils ont tellement bien en fait, ils sont tellement plus smart que beaucoup de gens, pensent. On méprise souvent ces candidats de télé-réalité et cetera. Bon, il y a sous couvert parfois de mépris de classe aussi, mais c'est un art, c'est une forme d'art, le fait qu'ils intériorisent, tout un schéma narratif, tous les codes d'un système qu'ils n'ont pas créé et qu'ils subissent, mais ils essayent d'en tirer parti aussi. Tout est problématique là-dedans, hein, je dis pas que c'est pas un problème, je dis juste que c'est intéressant
de voir à quel point Giovanni, en vrai de vrai, il est aussi malin dans le développement de son histoire. Et si vous regardez bien, il nous en a fait des caisses et des pataquès et des surcaisses avec, Ilona à la fin de la sem au début de la semaine là, en mode, il va avoir tous ses potes: «Ouais, je sais pas quoi faire avec Ilona, je sens que j'ai une plus grande complicité avec Cynthia». Il fait plein de ouais, de développement de scénettes par rapport à ça, mais il est trop intelligent, en fait. Parce qu'il a compris, en fait, il est trop intelligent, puis il a une accumulé une expérience par rapport à ça qui est impressionnante. Oui, je sais que tout le monde là, c'est le si vous avez écouté tous les épisodes, vous êtes peut-être tu es peut-être choqué de m'entendre valoriser Giovanni, mais c'est vraiment son travail en tant que candidat de télé-réalité qui m'intéresse. C'est parce que ses comportements sont tous, full problématiques, on est d'accord. C'est pas le débat, mais c'est ça me fascine comme il sait vraiment tirer en fait, c'est une autre capacité à créer du contenu. Vous savez, c'est comme, les créateurs, créatrices de contenu sur les réseaux sociaux qui savent transformer chaque séquence de vie en un contenu parce qu'il y a un effort de storytelling, de montage et cetera. Mais les candidats de télé-réalité, à leur manière, avec d'autres codes et en ne maîtrisant pas eux-mêmes ce qui va sortir au montage, à la réal et cetera, ils assimilent aussi ces compétences-là petit à petit. C'est hyper intéressant et tu vois d'ailleurs que les candidats qui sont beaucoup plus installés en télé-réalité sont bien meilleurs à ça. Tu vois que bon dans la villa, là, on en a moins, mais que les candidats, les primo-participants, ceux qui participent à leur première télé-réalité, ils vont beaucoup plus vite en besogne, ils développent beaucoup moins, des espèces de scénettes comme Giovanni pour, créer des histoires d'amour impossibles. Bon, on s'en fout, hein, on n'est pas dans un roman de littérature française, du 19e siècle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une recherche et vraiment il a été de rechercher, à créer enfin, il y a une recherche de création d'histoires, avec Ilona, puis, Cynthia et donc ça, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse en termes de template, de comment il crée son histoire. Par contre, à regarder, malheureusement, on l'a trop vu, on n'en peut plus. C'est pas intéressant, en fait. J'ai pas été touchée, par leur histoire et tout est pourtant tellement bien fait, tellement bien géré par la prod, par Giovanni, par Cynthia, et je dis Giovanni parce que c'est plus lui, personnage principal de cette saison-là, mais Cynthia aussi, elle est totalement, dans la bonne écriture de l'histoire et cetera. Avec, le prime du bisou à la Titanic, sous le coucher de soleil, hasard de dingue, ils s'embrassent devant une caméra avec vraiment, un fond magnifique, du soleil, qui se couche sur la mer et cetera. Mais c'est fou comme on dirait presque que c'était écrit, quoi. C'est beau, hein? Ouais, vraiment, il y a des télé-réalités qui sont mieux écrites que des séries. C'est quand même impressionnant et vraiment ben, oui, c'est une belle histoire et c'est exactement ce qu'il faut parce que là, on va arriver aux épisodes positifs parce qu'on est aux épisodes de fin de saison. Il faut qu'il y ait une closure, il faut qu'il y ait une fin, une conclusion pour chaque, candidat et candidate et du coup, bah, il fallait que ça se termine. Il fallait que Giovanni, on lui trouve une meuf au bout d'un moment, parce que ça devenait gênant pour tout le monde. Donc pas qu'il soit célibataire, hein, mais le fait qu'il ait l'impression de le subir. Et donc, bah, en fait, on arrive à cette histoire-là et Ilona, elle est arrivée à peu près à la moitié du tournage, heu, bah, à peu près 2 semaines, 2-3 semaines avant que Cynthia arrive. Alors pas dans le déroulé des faits, mais nous, au visionnage, exactement pour ça et c'est ça aussi qui me choque. Il y a par rapport aux prétendants et prétendantes, il y a déjà comme je disais, cette histoire que même s'ils signent pas dans le contrat, ils assimilent des codes où pour rester dans l'émission, faut pécho. Donc déjà, c'est une dynamique que je trouve assez particulière. Mais il y a aussi le fait que c'est vraiment des personnages secondaires. En fait, ce qui est fou, c'est que, les téléréalités sont aujourd'hui enfin ces téléréalités-là, écrites comme des séries et on oublie en fait qu'ils sont des vrais humains qui vivent leur vraie vie, qui exposent leur vraie vie et ils ou elles sont doués d'émotions, en fait. Après, je pense qu'Ilona vraiment, moi, enfin, ça se voit, elle me give un truc de Giovanni vraiment, elle s'en fout et limite, elle se moque un peu de lui et cetera donc enfin, elle se moque un peu de lui. Je pense qu'elle est très lucide et très ironique donc je m'inquiète pas trop pour elle, même si j'aurais voulu que globalement, elle puisse arriver, en télé-réalité autrement qu'en étant obligée d'embrasser un gars mais bon, j'en demande un peu trop pour 2025. Mais mais c'est vrai que, j'ai quand même j'ai quand même un sujet avec le fait que les prétendants et prétendantes sont des PNJ qui sont là à servir,
qui sont là pour servir vraiment le développement de l'histoire des candidats principaux, des personnages principaux. Et quand tu y repenses, c'est vraiment les prétendants et prétendantes ne servent à rien d'autre que ça. Et Ilona ne servait à rien d'autre que de créer un amour impossible avant, la future arrivée, de Cynthia et c'est vrai qu'il y a une espèce d'exploitation vraiment de tous ces prétendants et prétendantes qui est assez choquant et surtout je me dis: «Mais comment ils en trouvent autant?» Parce que vraiment rien que sur une saison là de la villa, on a bien dû en avoir une vingtaine, voire une trentaine et en fait à chaque émission, il faut ramener aussi du sang neuf. Alors il y a une partie et tu vois, c'est horrible de dire du sang neuf, l'expression est infecte, mais en fait ça prouve aussi tout l'arc autour et en fait, je me demande, comment ils les castent parce qu'il y a effectivement, je dirais à peu près un tiers ou un quart des prétendants, prétendantes qui arrivent sur liste donnée par les candidats, phares de la saison. Mais il faut quand même trouver aussi des profils. Là, typiquement, sur cette saison, ils sont allés chercher que des prétendants et prétendantes qui étaient à Bali. Il y a beaucoup, j'imagine, de personnes, francophones à Bali, donc c'est assez, c'est potentiellement assez facile. Mais en fait, je me dis: «Comment ils font aujourd'hui pour qu'il y ait encore des gens qui aient envie de faire ça?» Parce que je comprends qu'il y a quelques années, on avait moins d'observations par rapport à ça et aujourd'hui, on sait très bien que, la plupart des prétendants et prétendantes, ils vont venir dans la villa, ils vont être là juste pour, draguer, heu, même, tu vois, le terme de prétendant, prétendante, enfin, tu sens que tu as l'impression que c'est vraiment un espèce de truc, comme je vous avais dit, de royauté, ils sont, c'est la cour, quoi, des candidats, installés et en fait, ils sont juste là pour, ils réfléchissent même plus à est-ce que les candidats leur plaisent ou pas. C'est ils arrivent et ils doivent montrer tout de suite un intérêt amoureux pour rester et en fait, je me demande comment ils trouvent encore autant de nouveaux gens. Ça m'intrigue, et ouais, je pense qu'ils viennent tous en se disant qu'ils espèrent, peut-être percer, quoi et d'ailleurs, il y a plusieurs, prétendants de cette saison, qui ont été très actifs sur les, réseaux sociaux. Je pense à Jade, la prétendante de Maxence. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont plus ensemble aujourd'hui, mais elle, elle a fait une stratégie TikTok. Quand je vous dis qu'il y a il y a une vraie, intelligence de la création de contenu chez les candidats et candidates de télé-réalité, ben, Jade en est l'exemple. Regardez son TikTok, vous mettez, Jade, je crois que son pseudo c'est Jade LVD, LCB. Pour la vie, à des cœurs brisés, bon, un truc interminable et en fait, vraiment, elle est très smart là-dessus et on avait aussi, Jordan, qui était un des prétendants de Mélanie, avec qui, il y avait un début d'histoire et cetera. Mais eux, vraiment, ils savent très bien qu'ils vont pas être qu'ils vont pas être grandement montrés à l'écran. Jade, je pense qu'elle a compris que Maxence, il était différent et cetera et qu'on la verrait un petit peu mais pas tant. Et puis, ben, Jordan, il a bien compris que Mélanie, elle avait quand même plusieurs, histoires et donc en fait, si ils ne créent pas leur propre destin, leur propre personnel branding après sur les réseaux, il ne se passe rien. Donc je pense que c'est ce que viennent rechercher ces candidats. Ils viennent chercher un tout petit peu d'exposition, et en vrai, c'est rentable parce que tu es exposé, mais tu es quand même très vite oublié. Donc tu es exposé juste ce qu'il faut pour après pouvoir recycler et pouvoir, te rendre visible sur les réseaux sociaux et pouvoir, après, ben, réutiliser, capitaliser, en fait, sur cette, fanbase pour pouvoir continuer à créer du contenu et percer un peu plus vite sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui voient ça comme à l'ancienne, sur Instagram, l'achat de followers. Je pense que c'est ça. Mais, vraiment, ouais, c'est ça qui m'intéressait dans le fait d'évoquer l'histoire de Giovanni et Ilona, parce qu'il y a rien à dire sur leur dynamique, relationnelle tellement elle est répétitive, elle est évidente, elle est j'ai envie de dire pas naturelle. Je pense que fondamentalement, ils sont vraiment cliqués, quoi. Ils ont vraiment croché l'un pour l'autre, pourquoi pas. Il y avait vraiment un fond de base qu'ils avaient créé avant ensemble, mais juste, voilà, c'était pas intéressant en soi leur navigation. Par contre, ce qui est intéressant autour, c'est que c'est vraiment, la relation témoin, vous voyez? D'un couple en télé-réalité, un peu de l'ancien monde et il va falloir que ça se dépoussière un peu parce que c'est vrai que, Giovanni Cynthia, c'est le profil de candidat où s'ils se réinventent pas, dans 5 ans, il y a un monde où ils sont plus trop là, quoi. Dans la même dynamique, bah, quelqu'un aussi qui est vraiment, factuellement dans les anciens codes puisqu'il a commencé sa carrière de télé-réalité, en l'an 1912, c'est Daniel. Donc on va se parler aussi pareil de Daniel et Mounia. Pareil, dynamique de télé-réalité hyper cliché, hyper attendue. Alors, je vous avoue vraiment que Mounia et Daniel, pareil, c'est une dynamique relationnelle qui ne me touche
Pas du tout. En fait, vraiment, je subissais chaque séquence de cette histoire. Vraiment, j'avais le +15 qui me chatouillait la main, mais c'était vraiment un enfer. En fait, il y a un truc que je m'explique pas, mais j'ai vraiment du mal à trouver, les séquences avec Daniel très percutantes et je sais pas pourquoi. Hem, je suis assez intriguée par ça parce que, par exemple, assez, naturellement, Daniel et Maxence étaient très amis dans la villa, et je crois qu'ils avaient un trio aussi avec Gianmarco à l'époque et Maxence aussi, il est dans un côté plus en retrait, plus shy, voilà, plus timide, un petit peu à la Daniel, mais je le trouvais quand même hyper intéressant. Alors est-ce que c'est parce que Maxence avait fait récemment plus d'émissions que j'avais regardées, que j'avais un plus fort attachement et cetera? Est-ce que le fait que Daniel, bah, voilà, revienne après, une longue absence, ça fait aussi que tu as moins d'intérêt pour lui et du coup, bah, c'est vrai que c'est au montage un des personnages qu'on a le moins vu. Peut-être que c'est ça et peut-être aussi que je trouve que, hem, en fait, je j'arrive pas trop à expliquer ce phénomène. Peut-être que il est tellement, loin des codes de télé-réalité de ses petits camarades qui donnent beaucoup à la caméra, qui font beaucoup de blagues, qui, vraiment allient le côté humour et le côté, je me crée ma propre histoire avec mes prétendantes et cetera. Je sais pas. Moi, j'avoue que j'arrive pas trop à adhérer, à la proposition, Daniel. Comme je vous disais, je pense que dès le début de la saison, ça m'a vraiment fatiguée à l'époque, qui s'en souvient, un début de relation, enfin de dynamique amoureuse, qui avait été tentée entre Lisa Marie et Daniel. Alors clairement, c'était plus du côté de Daniel et à l'époque, Mélanite, l'autre Mélanie de la saison, qui avait voulu, les amouracher là, tous les 2. Mais, bah, moi je vous avais dit, bah, ça me dérange, ça me choque. Enfin, elle a 21 ans, il a 35 ans, comme je disais, quand il a fait Secret Story, elle était en CE1. Enfin, tu vois, il y a une dynamique, que j'arrive pas trop à m'accepter et je pense aussi que, bah, en fait, mine de rien, toutes les prétendantes sont dans une classe d'âge entre 20 et 25 ans et que, ben, la prod, aidée de ses meilleurs candidats, profils bien installés, type, Mélanite, Giovanni et cetera, a tenté de nous créer des relations avec lui et les prétendantes, ben, en fait, juste, il faut enfin, oui, c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes âges et on faut arrêter de nous créer des dynamiques comme celle-là. En fait, on n'adhère pas. Je pense que, la prod a rappelé Daniel parce qu'ils se sont dit: «Faut des profils Secret Story», parce que si vous vous souvenez bien, La Villa des Cœurs Brisés s'est enchaîné après Secret Story exactement sur la même case sur TFX et en fait, Secret Story, gros buzz cette année, donc ils avaient besoin enfin, ils le savaient, ça a été tourné à l'époque La Villa avant, que Secret Story 13 ne commence, mais clairement ils avaient une attente sur Secret. Ils savaient qu'ils allaient faire une belle saison parce qu'ils allaient, tout réécrire, ils allaient vraiment apprendre des erreurs de l'année dernière et tout et donc la prod de La Villa, chaque année, ils cherchent l'émission, qui leur offrira le bon pool de candidats et ils savaient très bien que ça allait être Secret. Sauf que dans le reboot de Secret, on a vraiment des profils de candidats qui n'ont rien à voir avec l'ancien Secret Story. Donc en réalité, ils ont eu un mal fou, je pense. Ils ont dû appeler, ben, tous les gens de Secret Story, bah, 12. Mais dans Secret Story 12, à part Maxence et encore je pense que c'est un peu un miracle parce que Maxence a fait The Bower, vraiment personne d'autre ne veut faire la villa. Donc ils sont allés chercher dans les anciennes saisons, voilà. Bon, déjà, ils peuvent toujours se repérer sur Vincent Cageot, vraiment, c'est vraiment le pilier de barre de la villa vu que un an, une relation toxique. Mais, je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Daniel. C'est vraiment pour, voilà, c'est un casting de promo. C'est pas un casting, qui va être intéressant dans son développement d'histoire dans la villa. C'est vraiment pour, appâter le chaland et d'ailleurs, au tout début de la villa, quand ils faisaient la promo de cette nouvelle saison, ils mettaient beaucoup Maxence et Daniel ensemble sur les réseaux sociaux et cetera, vraiment pour essayer de ramasser le public de Secret. Malheureusement, une fois que, ça a été creusé, ben, ça oui, ça donne pas quelque chose de très grandiloquent et je pense d'ailleurs que les profils Secret Story ne sont pas des bons profils pour la villa des cœurs brisés telle qu'elle est aujourd'hui. Si demain il y a un reboot, si demain on vient vraiment chercher à accompagner les candidats qui participent, à vraiment développer des belles histoires, d'évolution, psychologique et cetera, là ça se tient. Mais dans l'état actuel des choses,
tu peux pas mettre des candidats de Secret Story, j'ai presque envie de dire même de l'ancien, mais non, de l'ancien en vrai non, il y a les Vincent Cageot et tout, mais Daniel, c'est un contre-exemple. Mais, tu peux pas mettre des gens du nouveau Secret Story, par exemple, dans la villa. Ou alors il faut que ce soit Constance, quoi. Mais en fait, la plupart des candidats, ils ont de Secret n'ont pas les bons codes, pour faire la villa, donc ça ne fonctionnera pas. Et Daniel, pour moi, ça fonctionne pas de ouf, quoi. Il y a pas eu de dynamique intéressante, son coaching était pas si inintéressant, mais ils l'ont fait très vite parce que, pour moi, ils font les coachings en premier, enfin les premiers coachings de la saison. C'est soit les gens, type Gianmarco, Melanite où c'est fixé dès le début qu'ils vont partir assez rapidement, soit, clairement, ce sont les profils dans lesquels ils ne croient pas. Ce sont les profils qui vont demander à partir. Donc typiquement, on a eu, la candidate j'ai carrément oublié son nom. Attendez, mais je suis vraiment une absence. Qui nous venait de l'île de la Tentation, son mec, j'ai complètement oublié. Voilà, mais une des premières candidates, qui est partie, bah, voilà, qui m'a effectivement marquée et je suis assez étonnée d'ailleurs qu'ils aient pas fait partir Daniel. Je pense qu'ils savaient pas trop quoi en faire et qu'ils ont espéré qu'il se passe un truc quand même et puis, bah, finalement, là, ils ont joué leur carte joker. Là, si vous voulez, les tentateurs et tentatrices qui arrivent en fin de saison, c'était des gens qui n'étaient pas sûrs de venir, mais c'était leur carte joker ultime, comme je disais, pour créer une happy end sur chaque personnage principal. Et typiquement, ben, pour Daniel, bah, c'est à ce moment-là qu'il décide d'appeler Mounia parce que, hasard de dingue, vraiment à un moment, elle dit: «J'ai fait 30 heures, de voyage pour toi», donc vraiment, ils ont été prêts à payer le déplacement à la meuf, alors que normalement, ils vont plutôt chercher les tentateurs et les tentatrices sur Bali. Parce que clairement, en fait, il faut qu'il se passe un truc pour Daniel. Si juste la saison s'arrête et que, il a fait son coaching, en l'an 12 là et qu'il a pas eu d'histoire, en fait, ben, ça fonctionne pas pour eux, dans l'écriture, de leur saison 10 quoi. Et d'ailleurs, c'est là où tu vois aussi que le vrai objectif de chaque candidat et candidate, c'est pas de faire un coaching, c'est de trouver l'amour. Sauf qu'en fait, tu peux tout à fait sortir de ton coaching amoureux et te dire: «Bah, super, je suis armée pour l'avenir et génial, je vais vivre des belles relations» et en fait, tu vois bien que c'est pas les codes et c'est là où il y a un côté un peu hypocrite. Tu vois bien que la seule conclusion attendue, c'est pas, «Mon coaching m'a vraiment hyper impacté, je sens que ça va m'aider pour la suite». C'est vraiment ma conclusion, ça doit être: «J'ai trouvé l'amour». Alors, c'est un amour de vacances, ça a duré 2 semaines, mais en tout cas, le clap de fin: «J'embrasserai quelqu'un». C'est tout ce qui est attendu par la prod et du coup, ben, ils ont gardé Daniel, aussi pour avoir un profil un peu homme mature et cetera, je pense qu'ils avaient un peu espoir que ça marche avec Melanite. En fait, je pense que Daniel a déçu la prod, pour le coup, a déjoué du moins la prod sur, la petite, histoire qu'ils avaient écrite sur le papier. Mais je pense qu'ils vivent ça tous les ans, donc voilà, ils s'en remettront, hein. Puis ils ont qu'à pas voilà, utiliser enfin, mettre les histoires avant de laisser les gens vivre ces histoires, mais je pense qu'il y a un ouais, je pense que vraiment la belle de Mounia, c'était la carte ultime, voilà et c'est aussi pour ça que c'est tellement, encore une fois, c'est vraiment le cliché d'une histoire, de d'amour de télé-réalité, 2014 sur Nous, voilà donc elle est ils ont une grosse complicité parce qu'ils se sont parlé une fois sur Insta ou sur Snap. En plus, il y a un moment, moi, qui m'a vraiment mais sonné le cocotier. C'est quand, Daniel dit qu'en gros, ils avaient déjà conversé avec Mounia quand, lui-même était en couple, peut-être elle aussi, mais que tu comprends, c'est un homme respectueux, donc en fait, ils étaient jamais allés plus loin. Mais, pardon, mais du coup, en fait, qu'est-ce que tu foutais à converser, avec une meuf en mode flirt? Parce qu'évidemment, c'est tout à fait normal de converser avec d'autres meufs quand tu es un mec en couple, il y a aucun sujet. Sauf que si tu es dans une dynamique amicale, c'est OK. Là, typiquement, clairement, on comprend bien qu'il y a pas d'amitié entre eux, qu'il y en a jamais eu, que c'est pas la dynamique qui s'est installée. Donc j'ai trouvé ça mais fou. C'est encore un code de télé-réalité que je comprendrai jamais. En fait, c'est parce que tout est sur le bisou et rien n'est sur la complicité émotionnelle, relationnelle. Vous savez, ça a un nom ça, c'est en gros, attends, il faut que je retrouve ce terme, mais en gros, c'est le fait de tromper quelqu'un, psychologiquement et pas physiquement et en fait, en télé-réalité, la seule tromperie qui est considérée comme une tromperie, c'est le bisou. Mais par exemple, être en flirt, être en crush, psychologique et cetera, c'est tout à fait OK.
c'est pas irrespectueux de d'aller parler à une autre meuf sur les réseaux dans une dynamique qui est absolument pas amicale et qui est complètement dans la séduction et ça, c'est trop intéressant. C'est encore un code de télé-réalité qu'on identifie ici et pareil, c'est encore un code de télé-réalité qui est, bah, je dirais qui est vieillissant et qui est plus, oui, qui est plus forcément, dans les codes relationnels d'une génération qui, en fait, place le curseur un peu différemment. Où tu as des gens qui vont être, déjà dans des dynamiques de polyamour et cetera. Ça, par exemple, le polyamour, c'est une dynamique qui n'est absolument jamais développée en télé-réalité. Parce que la monogamie sert beaucoup plus, le développement narratif. Si tu commences à intégrer l'idée que le polyamour pourrait être OK pour ceux qui consentent à ça et qui recherchent cette dynamique, amoureuse-là, mais en fait, c'est la cata. Parce que du coup, il y a plus de potentialité de tromperie et s'il y a plus de potentialité de tromperie, il y a plus de potentialité de drama. Donc en fait, ben, on revient à des codes très particuliers de, on s'appartient, on est en couple, on se possède vraiment, on s'objectifie, on s'embrasse, le bisou marque le début contractuel de notre dynamique relationnelle. À partir de ce bisou, bah, en fait, l'union est scellée et tu peux pas, transgresser l'union, et ce qui est considéré comme une transgression, c'est un contact physique. Mais, une conversation hyper intense ou le fait de beaucoup se parler ou voilà, ne sera jamais considéré comme une forme d'autre tromperie psychologique et cetera. Alors qu'en réalité, ben, en fait, parfois, ça peut être beaucoup plus problématique effectivement d'avoir, bah, une dynamique de on se parle tout le temps et cetera, dans un axe de séduction et pas d'amitié encore une fois, ça peut être bien plus problématique qu'un bisou, en fin de soirée, parce que, tu as pris un peu trop de de potions magiques qui t'a un peu trop enivré, quoi. Donc c'est vraiment intriguant. En fait, je pense que ce que je trouve vieillissant dans cette émission, parce que là, on arrive vraiment, bah, sur les dernières semaines, donc j'essaie aussi d'apporter un peu un côté bilan. Je pense que c'est pas uniquement le fait que ce soit des anciens candidats qui, du coup, aient intériorisé des anciens codes, que le montage soit très vieillot, qu'il y ait trop d'audio description on filme la fourchette qui tombe, tout le monde commente le fait que la fourchette tombe. Ensuite, on fait des passages dans l'interview pour dire que la fourchette est tombée. Bon, ça, c'est un montage qui est épuisant et qui est vieillot et il va falloir vraiment essayer de réécrire. Mais en fait, je pense aussi que c'est vraiment même les codes amoureux qui me fatiguent dans cette émission et surtout, en fait, ouais, qui ont pris 10 ans dans la tronche, quoi. En fait, c'est des formats qui sont restés ancrés dans les dynamiques, ben, à la date de leur première saison. Mine de rien, là, on est saison 10, donc 10 ans, 10e saison et en fait, beh, ça se voit. Il y a un problème dans la réinvention de cette émission, mais jusque dans la dynamique, jusque dans les codes et en fait, c'est tellement systémique tout ça, que à moins d'avoir des candidats, vraiment un renouveau de tout, de la coach des candidats et cetera, on va souper les mêmes relations et les mêmes couples jusqu'à la Villa 32 quoi et on n'en peut plus. D'ailleurs, un couple dont on n'en peut plus et qu'on risque de bouffer jusqu'en Villa 32, eh ben c'est Emine et Maësan, donc on se fait notre petit point infotrafic de leur relation tout de suite. Alors, ma foi, écoutez, je pense que Maïsan s'est pris un coup de bambou. Vraiment, je ne vois que cette explication, qu'elle a perdu toute forme de lucidité. Mais c'est vraiment intriguant. Moi, je vous assure que vraiment, j'en parlerai dans mon livre, je pense. Le fait qu'une, meuf comme Maïsan continue à tryharder la relation avec Emine, pendant que Emine, lui, n'a toujours pas le courage de la quitter, alors qu'il ne meurt d'envie que d'une chose, c'est que Maïsan, bah, en fait, passe à autre chose parce qu'en fait, il a pas le courage de la quitter, mais il en peut plus. Et vraiment, cette dynamique Emine Maïsan, pour moi, c'est vraiment c'est un objet d'étude, c'est un objet d'étude psychologique, quoi. C'est hyper intriguant. Je pense qu'il y a un fond de vérité, mais je pense qu'il y a quand même un fond de télé-réalité. Je pense qu'il y a un fond de Maïsan, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien où elle va et elle sait très bien que garder une relation avec Emine, ben, en fait, un minimum active ou un minimum sur le feu, c'est aussi ce qui lui permet d'exister dans le programme. En tout cas, je pense que c'est ce qu'elle se dit, à un certain point. Je pense aussi que sincèrement, elle est amoureuse de lui et que la dynamique est méga toxique et qu'il y a pas mieux pour te garder en activité cérébrale sur une histoire amoureuse que d'avoir, une dynamique toxique comme la leur, avec des séparations, avec des mauvais traitements. Vous savez, il y avait des audios là qui avaient fuité où Emine lui disait des dingueries. Il n'y a pas mieux en fait pour la chimie de ton cerveau, que toutes
cette technique-là de privation-retrouvailles, bah, pour te rendre complètement, zinziflex, et te faire rester dans une dynamique, toxique. Enfin, je veux dire, Maïsan, c'est notre pote, on l'a toute eue cette pote, qui continue à rester, in love d'un gremlins et toi, tu regardes le mec, tu regardes mais c'est pas une question de physique, hein, je suis pas là pour juger ça, c'est vraiment question de mentalité. Tu regardes le mec parler et tu es en mode: «Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas? Est-ce qu'en fait, c'est un génie des sciences et j'ai pas compris? Est-ce qu'en fait, c'est, une merveille, la merveille originelle du monde et que j'avais pas capté?» En fait, vraiment, Maï-san, c'est cette pote vraiment qu'on a tous eu, voire qu'on a tous, et toutes été et c'est vraiment hyper intriguant et moi je suis, en fait, je suis assez, déroutée par l'idée qu'une candidate aussi, prometteuse, enfin avec un plus que prometteuse parce qu'elle est déjà très bien installée, mais qui avec un aussi fort potentiel à l'écran, ben, elle se sente quand même obligée de rester dans une dynamique amoureuse. C'est encore une fois ce que je disais, dans les points précédents, qui était que vraiment c'est pas possible d'exister fondamentalement autrement qu'avec une histoire de love et Maïsan pourtant, elle sait que juste sa façon de parler, sa répartie, ses interviews, heu, ça va la faire exister. Mais je pense qu'il y a une partie d'elle qui a pas complètement confiance, dans le fait d'exister uniquement en télé-réalité avec ça et elle se dit: «Quand même, pour avoir un maximum de temps d'écran, faut que je continue à développer, l'histoire, avec Emine». Maïsan, c'est vraiment la personne qu'on voit le plus au confessionnal chaque épisode. Franchement, faudrait se taper une déterre à mesurer son temps de confessionnal diffusé versus les autres candidats ou candidates, mais en fait, elle est incroyable et je pense que la prod, vraiment, c'est un bijou. Ils doivent la faire passer en premier. Vous savez, elle a même une séquence, une petite chronique sur TF1+, les petits, gossips de Maïsan. C'est un format très particulier. Au moment de la promo de la villa, il l'avait, bah, la prod l'avait annoncé. Vraiment, il se disait: «C'est une manière de réinventer le programme» et Maïsan, vraiment, elle a pour moi, elle fait partie des profils avec, par exemple, Clarisse, qui ont sauvé la saison. Clarisse, elle sauve la saison plutôt parce qu'elle incarne une meuf différente en télé-réalité, qui n'accepte pas de se faire, manquer de respect. Donc c'est une direction artistique très innovante. Je vous cache pas qu'on n'avait pas trop ce produit en rayon jusqu'ici, donc c'est assez nouveau. Mais Maï-san, vraiment, c'est le vaisseau amiral de la saison. Elle porte la saison, mais littéralement. C'est pas juste, parce que, par exemple, je l'aime bien et qu'elle me fait rire et cetera. Puis ça m'empêche pas de voir, les traits toxiques qu'elle peut avoir dans ses dynamiques avec les gens. C'est vraiment factuellement en termes de temps de diffusion, quelqu'un qui porte la saison. Clairement, vous voyez au temps d'écran des gens à quel point la prod croyait en eux ou pas. Parce que c'est pas qu'une histoire de montage, c'est une histoire de quel rush ils ont pour leur montage et dès le tournage, ils ont compris que Maï-san, elle allait un peu sauver le beans, en vrai de vrai. Et ça me chagrine de me dire qu'elle s'imagine qu'elle a besoin de ça, alors qu'il y a des formats type The Power où du coup, vu que les couples ne sont pas du tout mis en avant, ils ont même pas le droit de participer en couple et cetera sur ces émissions, de jeux, bah, en fait, elle était déjà tellement au centre de l'intrigue. Elle s'est tellement professionnalisée parce qu'on en avait déjà parlé, mais dans sa toute première télé-réalité dans Les Marseillais, on l'avait pas tant vue que ça. Son profil avait pas ultra percé, elle s'était faite rapidement éliminer et tout. Mais comme elle est smart, en fait, la télé-réalité d'après, elle a fait, une arrivée plein phare, elle a assimilé tous les codes et maintenant elle sait comment être le personnage principal. Elle a une intelligence dans la création de contenu aussi, elle, qui est assez puissante et de toute façon, ceux qui perdurent, c'est ceux qui savent exister autant dans un côté, arc secondaire, scène un peu humoristique, petite punchline aux confesses, que ceux qui acceptent vraiment d'être toujours dans des dynamiques amoureuses, de préférence toxiques, qui vont avoir toujours une nouvelle histoire, un nouveau problème à raconter et en fait, c'est comme ça qu'ils vont exister, dans ces formats-là et vraiment, Emine, il peut être reconnaissant à Maïsan parce qu'on ne le verrait pas. Je pense que dans une autre télé-réalité, pour le coup, il ne donnerait pas assez. C'est pas un candidat qui est suffisant, c'est un candidat qui est vraiment porté par Maïsan. Je sais qu'il est on le voit aussi dans la JLC, donc il a un tout autre rôle et cetera, mais vraiment, sans Maïsan, il serait invisibilisé dans cette saison. Parce que face à des, Giovanni, face à la dynamique Marie-Gabrielle, face à des fortes têtes, type, Mélanie, Clarisse, vraiment Emine, il aurait 0 minute d'écran sans Maïsan et je pense que c'est pour ça aussi, moi je pense qu'il y a une partie, heu, de leur relation
qu'il y ait un espèce d'accord de bon sens de temps d'écran, en fait. Au-delà du fait que je pense que clairement, si on revient premier degré à leur, histoire d'amour à l'écran, il y a une espèce d'emprise réciproque. Voilà, comme c'est toxique, comme ils sont, bah, en full toxicité, bah, il y a rien qui rend plus accro le cerveau que ce genre de dynamique, donc bah, c'est foutu. Mais en fait, c'est pareil, c pour moi, c'est la preuve, ce couple-là, du fait que Lucie ne les aide pas. En fait, Lucie, au début de la saison, enfin, on n'avait plus besoin de preuves là-dessus, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est quand même pour le souligner. Lucie, en début de saison, pour le coup, elle était concentrée à ce moment-là. Elle leur a dit en gros, «Je pense qu'il va falloir s'arrêter là, quoi. Il va falloir passer à autre chose, va falloir écrire une nouvelle histoire, tourner la page, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner entre vous. C'est inenvisageable». Et en fait, mine de rien, on est 50 épisodes plus tard, on s'est farci 50 épisodes de: «Je t'aime, moi non plus, mon Émile, hi hi hi, elle est toxique, mais toi aussi et nanana», pour que in fine, ils terminent ensemble à la fin de la saison. Ou je sais pas s'ils vont terminer ensemble, mais qu'ils terminent, bons amis avec toujours une petite séduction latente. Et en fait, mais en fait, la vérité, c'est que dans ce type de relation, la seule solution, c'est l'isolement. C'est que l'un des 2 parte. Mais en fait, encore une fois, comme on n'est pas là pour les rendre heureux, mais pour les exploiter, croyez bien qu'ils vont rester ensemble dans cette foutue villa jusqu'à la dernière seconde d'enregistrement de la caméra. Vraiment, il y a aucun monde, aucun planisphère où il y en a un des 2 qui va retourner, barboter sur Paris, en fait. C'est pas du tout dans la dynamique. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que, culpabiliser Maïsan et mal lui parler, voilà, et lui dire qu'elle me fout en l'air, l'aventure des mines, pardon, Lucie ne les accompagne plus du tout. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est enfin, je trouve que même le coaching qui leur a été apporté, si vous y réfléchissez bien, c'était pour les maintenir dans un niveau d'intérêt l'un pour l'autre. C'est-à-dire que Lucie, quand elle a fait le point séparément avec Maïsan et avec Emine, à l'époque, elle avait dit, en gros, ce serait intéressant d'envisager l'idée d'une séparation, à Maïsan notamment. Et finalement, leur coaching, ça a été: comment mieux communiquer tous les 2. Donc le coaching n'était pas du tout orienté comment les aider à se séparer, ce qui aurait pu être une voie de développement intéressante. Non, non, non. Le coaching, ça a vraiment littéralement été comment les aider à communiquer pour qu'ils maintiennent l'un et l'autre une forme d'intérêt, une forme de dynamique relationnelle, parce que à l'écran, s'ils ne se parlent plus, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de séquence. Et là, in fine, Lucie, voilà, si, elle pouvait sortir, d'Alinéa et arrêter d'acheter, toutes les tasses et tous les objets cassables qui existent sur Bali et qu'elle pouvait revenir les coacher, en fait, la base du coaching, ce serait de leur dire: «Maintenant, il va falloir arrêter». C'est-à-dire qu'à tel point que Lucie ne le fait pas, qu'il y a un monde vraiment parallèle où maintenant c'est les gens même de la villa qui coachent mieux Maïsan et qui disent: «Il va falloir arrêter ce binge». Même, pour le coup, Mélanie, là, cette semaine, bah, en fait, j'avoue que j'ai trouvé appréciable, les conseils qu'elle a donnés aux autres. J'ai trouvé que Mélanie, et d'ailleurs, je me dis: «Mais ça pourrait être tellement intéressant». Je suis en train de me dire, mais encore une fois, je me crois dans une émission de coaching, je m'égare. Après, je faudra que je me reconcentre après. Mais vous savez, d'avoir des espèces de parrains-marraines où ils s'aident les uns les autres dans leurs problématiques, et ça créerait des séquences intéressantes. Parce qu'ils pourraient se confier les uns aux autres. Typiquement, ce que vit Maësan, malheureusement, beaucoup de candidates de télé-réalité l'ont vécu déjà, beaucoup d'humains et d'humaines ont vécu ce genre de dynamique, bien malheureusement. Mais clairement, en télé-réalité, vu que la relation toxique, c'est ton gagne-pain, vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup dans la villa qui peuvent relate à ce qu'ils sont en train de traverser. Même s'ils l'ont pas verbalisé de la même manière que Maïsan qui est très, expressive et cetera, qui est très loquace par rapport à ta dynamique avec, Emine. En fait, ça aurait été tellement intéressant qu'ils soient chacun parrain-marraine, vous voyez, de leurs histoires, personnelles, qui s'aident sur leurs problématiques. Un peu du pire, peer review, du peer coaching, ça aurait été tellement intéressant parce que finalement, je trouve que limite, hem les cœurs brisés entre eux s'aident beaucoup plus et s'aident mieux que, Lucie. Mais rien que par le fait qu'ils sont plus souvent ensemble et qu'en fait, le fait de vivre ensemble, c'est de loin le meilleur projecteur sur les dynamiques parfois toxiques qui peuvent exister entre les gens. C'est parce qu'ils voient les vraies situations
que ce soit, là, Émile et Maïsan ou par rapport à Mélanie, elle a aussi bien conseillé Océane. Bah, en fait, elle l'a vu interagir avec Maxence, elle a vu que c'était pas possible et en fait, c'est là où c'est intéressant. Et typiquement, j'ai trouvé que Mélanie, ben, elle a beaucoup plus confronté Émine que, ben, Lucie qui pour elle, voilà, Émine, c'est son petit chouchou. Encore une fois, elle a une relation avec les mecs, dans cette émission que je comprendrai jamais. Hem et en fait, ben, typiquement quand, on comprend que, Emin et Maïssa ont passé la nuit ensemble et que, encore une fois, Emin, fait vraiment le rabis de la crèche en mode, «Je comprends pas, quoi? Non, non, moi j'aimerais bien que Maïssa prenne ses distances». Alors que la veille, il était, de type très, très proche avec la personne. Non mais c'est juste une plaisanterie et en fait, enfin en épisode 56 de cette émission, alors qu'il y a une love coach qui est là depuis l'épisode 1, enfin, quelqu'un dit pour la première fois, hein, pour la première fois du tournage, hein, parce que faut voir comment aussi même le groupe défendait beaucoup Émile, ce pauvre petit chou à la crème. Et ben, enfin, tu as Mélanie qui lui dit: «Au bout d'un moment, si elle continue de revenir, c'est que c'est toi qui maintiens une dynamique». Elle lui dit: «C'est si Maïsen continue à y croire, c'est pas un hasard». Et ça, j'ai trouvé que c'était mais tellement satisfaisant que quelqu'un le dise enfin à Emine. Vous voyez, autant la prod là, ils nous font des conclusions, ils commencent les semaines de conclusion à nous mettre tout le monde amoureux avec tout le monde, en se disant: «C'est là qu'il y a le new happy end». Ma happy end à moi, ad vitam aeternam pour cette saison 10, ce sera et ça restera, quelqu'un, Mélanie en l'occurrence, qui dit à Emine: «C'est aussi de ta faute mon ref, il y a un moment donné, la dynamique elle se vit à 2 et c'est trop facile que tout le monde mette tout sur le dos de Maïsan parce qu'elle a un caractère un petit peu plus corrosif et un peu plus audible. En fait, mais j'étais là en mode: «Mais» et en plus, au-delà du fait que c'est satisfaisant pour nous, mais en fait, c'est juste la clé aussi de la réponse au problème. C'est qu'en fait, tant que personne ne dit à Emin: «Tu continues à la faire suffisamment espérer pour maintenir le truc, mais en même temps, tu lui mets quand même des bâches parce que tu as pas envie, de te remettre avec elle vraiment», mais en fait, c'est enfin, ça serait la base d'un coaching de conclusion entre eux et mais encore une fois, ça viendrait aussi casser un autre code parmi des milliers de dynamiques, amoureuses des années 2000 en télé-réalité, qui serait de considérer, l'idée que c'est pas normal de vouloir posséder ses ex. Vous voyez comme en télé-réalité, c'est tout à fait normalisé de dire à la caméra, dans le plus grand des calmes: «Ah non mais, OK, c'est mon ex, mais si, elle fricote avec quelqu'un d'autre, ça va me rendre jaloux. Faut pas être hypocrite. Personne n'a envie, de voir, ton ex, son ex, pécho, devant toi, dans une villa à Bali. On est d'accord. C'est pas on va pas se mentir. Néanmoins, virgule, bah, ça fait partie aussi du process de séparation, de l'acceptation, de passer à autre chose et cetera. Là, c'est tellement normal, mais c'est tellement normal et tout le monde comprend que Emine dise, «Non, mais en vrai, si on est tout à fait honnête, quand même, j'avoue que ouais, non, j'aimerais pas que Maïssa se remette avec quelqu'un d'autre». Bah, ouais, mais du coup, on fait quoi? Elle se met dans un elle se met dans un elle se met dans un cloître, jusqu'en l'an 3000. On fait quoi, en fait? C'est quoi le projet? Il y a un moment donné, il faut avancer. Tout ça, tous ces patterns-là, en fait, ils devraient être coachés, mais comme ils servent l'émission et que si, en fait, on déconstruisait tout ça, la saison se serait arrêtée à l'épisode 25, bah, en fait, comment voulez-vous que ça fonctionne? Pour l'instant, le fait que le coaching et des intérêts antinomiques avec le développement, narratif de l'émission, ça fait que ça peut pas fonctionner et franchement, c'est un vrai sujet pour les prochaines saisons s'il y en a. Par pitié, faut plus que ce soit une prise d'otage, faut qu'on prenne du plaisir à regarder, donc réécrivez le format. Il faut que le coaching, il ait les mêmes intérêts, il ait des intérêts favorables au déroulé de l'histoire, au déroulé de l'émission. Donc il faut complètement réinventer le concept. Mais tant qu'on a le concept comme ça, il y aura jamais de coaching et les candidats, ils sortiront jamais apaisés du bazar parce que ça n'a aucun sens. Ça n'aiderait pas la dynamique, ça n'aiderait pas l'histoire qu'ils aillent mieux et par exemple, qu'ils se protègent, tout simplement. Ça ne pourrait pas aider. Donc c'est bien pour cette raison qu'aujourd'hui, c'est un format qui ne fonctionne pas plus, qui est vieillissant et qui est, pour moi, hypocrite. Bref, c'est un autre débat. Mais voilà, les coachings, je n'y adhère plus du tout. En tout cas, sur cette saison, j'arrive plus à prendre le train des coachings et justement, bah, on peut se débriefer maintenant le coaching de la semaine qui était celui de Mel. Bah, en fait, pour moi, c'est encore une fois la preuve que cette émission n'est pas une émission de coaching et que ces coachings ne sont autres que des jolies petites scénettes, avec
tout sauf, un intérêt thérapeutique derrière. Alors, pour rappel, la problématique de Mélanie, c'est de base qu'elle a peur de l'engagement, qu'elle n'arrive plus à s'engager, qu'elle auto-sabote toutes ses relations, et que voilà, elle peut même avoir des comportements, bah, on l'a observé, toxiques, dans ses débuts de relation, dans ses crushs et cetera et qu'elle, elle fait un petit peu du chaud-froid, quoi et je trouve que sa problématique est hyper intéressante. Que en plus, sa problématique, on l'a ressentie en filigrane de toute son aventure. Typiquement, elle nous a énormément énervés à l'époque de sa dynamique avec Daniel parce que elle a eu ce côté où, on s'est dit: «Bah, ça démarre de manière très mignonne». Ils ont pour le coup plutôt une conversation, voilà, qui transcendait juste leur histoire, à eux, vraiment une conversation sur leur vie, sur leur parcours, sur leurs traumas. C'est ça qui est intéressant dans la villa aussi, c'est qu'ils viennent tous à cœur ouvert, donc il y a quelque chose de sincère, de quelque chose qui est beau. Donc j'avais trouvé leur date, intéressant et c'est rare que les dates, soient intéressantes parce que comme on en a parlé X millions de fois dans ce podcast, la seule, conversation qu'ils vont avoir en date, c'est qu'ils font l'audio description de leur relation amoureuse sur le moment. Ils sont en train de commenter leur propre crush pendant leur date ou de commenter leur date pendant leur date. Enfin, c'est mise en abîme parce qu'ils ont pas d'autre chose à partager et parce qu'ils veulent rien donner d'autre à la caméra ou j'en sais rien. Du coup, c'est pas intéressant. Bref et du coup, Mélanie, même dans ses comportements toxiques, en fait, ben, se ressent sa problématique. Mais en fait, si on imagine bien les choses, si on avait été dans une, dynamique de vrai coaching sincère et cetera, Mélanie, en fait, on aurait mieux compris certains de ses comportements et du coup, ça nous aurait créé beaucoup moins d'émotions en tant que téléspectateurs et téléspectatrices, donc beaucoup moins de commentaires sur les réseaux sociaux, donc beaucoup moins d'engagement autour de l'émission. Typiquement, la semaine où elle était en RP Pick Me, où elle essayait de récupérer Patrick et cetera, en fait, quand il repense, mais tout ça aussi, ça fait partie de sa problématique. C'est que d'un coup, le mec l'intéresse parce qu'il est pas vraiment disponible pour elle. Et puis, d'un coup, elle est redevenue hyper vulnérable parce qu'elle commence à comprendre qu'en fait, Patrick, finalement, il était peut-être plutôt intéressé par Clarisse et cetera. Même le fait que, elle ne donne pas l'heure à Daniel ou à, Jordan, alors qu'ils sont méga disponibles pour elle, mais qu'elle aille chercher un mec qui est indisponible émotionnellement parce qu'il est en pré-crush avec une autre meuf, en vrai de vrai, si, c'est plus une meuf de télé-réalité, mais que c'est ta meilleure pote, que tu l'aimes et que tu la vois faire ça, tu vas lui dire: «Ma sœur, on sait, tu vas chercher le mec qui est indisponible émotionnellement parce que en fait, c'est plus facile pour toi, mais que les mecs qui ont été tout de suite disponibles émotionnellement pour toi, qui ont été attirés par toi et en plus pas que physiquement, mais aussi mentalement, tu as pris ton meilleur vent de panique et tu es parti sous les tropiques». Et bah, la vérité, c'est que Mélanie, toute son aventure, c'est vraiment la définition même de sa problématique et en réalité, bah, ça se voit. Toutes ses relations sont altérées et en fait, il faut aller beaucoup plus loin que de casser des punaises de tasse. Enfin, je suis désolée, mais qu'est-ce qu'on où on est là? En fait, je pense aussi qu'ils ne veulent pas faire des séquences où juste Lucie parle au candidat et en fait, c'est ça qui va me déranger, c'est qu'à un moment donné, évidemment que ça peut être très intéressant pour le coup de proposer des formats de coaching, aussi dans la sensorialité où tu touches des objets, tu casses des objets, il y a un travail avec la matière, ce que je disais la semaine dernière avec Lisa Marie, les pansements Bob l'éponge là, oui, pour ressentir ces traumas, bon, voilà, c'est infantilisant au possible, il y a plein de choses qui vont pas, mais le fond derrière de se dire: «Attention, il y a pas que le psychologique, vraiment le corporel, en fait, tout ça, c'est psychique, ça touche aussi au corps, aux zones du corps et cetera. C'est intéressant d'aller ressentir, de mettre des mots sur des zones». Il y a un fond qui est intéressant. Mais là, vraiment, casser des tasses, j'ai pas compris. Vraiment, la prochaine fois, protégez la vaisselle de ce monde, épargnez-nous ça, ça sert à rien. Et vraiment, j'ai l'impression moi, j'ai eu la sensation sur le coaching de Mélanie, déjà d'une part, qui ne savait pas du tout quel coaching proposer et je pense qu'en début de saison, ils réfléchissent, parce que c'est Lucie et la prod, hein, qui conçoit ça, bien évidemment. Je pense qu'ils réfléchissent à des mécaniques. Ils se font une liste et en plus, je pense qu'ils les répartissent dans la saison pour que les mécaniques ne se ressemblent pas.
on va avoir quelqu'un qui casse des trucs, on va avoir quelqu'un qui coupe des rubans, on va avoir quelqu'un qui brûle de l'encens, on va avoir quelqu'un qui gueule au bord de la mer et en fait, il faut pas que ce soit la même chose, donc il faut qu'en plus ça s'intègre bien dans le développement de la saison et j'ai vraiment la sensation que Mélanie, elle arrive en bout de fil, qui savait pas trop parce que la peur de l'engagement, en fait, c'est le travail d'une vie et ça peut évidemment pas être résolu, mais comme à peu près toutes leurs problématiques en une séance de coaching. Ben, il faudra m'expliquer, hein, quel genre de problématique psychologique peut être résolu en un coaching. C'est vraiment, ça serait le cheat code ultime, mais c'est pas le cas. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ont sorti un des derniers, formats de coaching qu'ils avaient sous le coude et le classico, c'est, elle va péter des tasses. Mais enfin, vraiment, c'était tu vraiment, elle était là. On comprend pas en plus, enfin, tu sais, tu à un moment donné, tu as envie de dire: «Mais même ça, c'est gênant». C'est-à-dire que, oui, parfois, c'est intéressant que le ou la coach, quand il accompagne, bah, il garde une part de mystère sur la conclusion de l'accompagnement pour que, ça, oui, qu'une révélation se fasse à la fin de la séance. J'entends bien. Par contre, en fait, les coachés ne sont pas des enfants. Et moi, encore une fois, je suis très dérangée par le fait que Mélanie ne sait pas où le coaching va pendant un long moment. Et nous-mêmes, quand on regarde la séquence, on ne comprend pas non plus. Et parce qu'en fait, clairement, il faut que Mélanie soit en complicité avec les téléspectateurs. Pour cette raison-là, on ne comprend pas où ça va pendant quasiment les 2 tiers de coaching. Et du coup, bah, elle, juste en fait, elle fait ce qu'on lui demande. Elle écrit des petits mots sur les petites tasses. Elle met son petit masque de plongée. Non, mais en plus, ils se foutent de nous. Genre, vraiment, ils aiment même plus de masque pour elle. Ils sont allés chez Decat pour pas qu'elle se foute un bout de porcelaine dans l'oreille. On se fout de nous. Vraiment, TF1 se fout de nous. C'est un enfer. Bref. Et du coup, elle démarre le coaching. Moi, il y a dès la première phrase, j'étais trigger. Il y a Lucie qui lui dit, «Je vais t'expliquer au fur et à mesure pour pas que ton mental soit en résistance». Heu Alors, à la rigueur, tu vois, on peut dire, encore une fois: «Je vais te révéler au fur et à mesure ce que ça signifie pour que tu voilà, tu chemines toi-même sur ta conclusion à la fin». Mais pour que ton mental soit en résistance, en fait, je sais pas s'il y a que moi qui ai buggé sur cette phrase, mais moi, j'ai vraiment la sensation qu'elle veut que ce soit des petits agneaux bien soumis, enfin elle, pas elle, Lucie personnellement, encore une fois, on c'est pas fustiger une personne, c'est tout un système. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est des petites bestioles qui vont bien se soumettre à ce qu'on leur demande de faire. Ils vont faire leur petite séquence, ils vont pas nous casser les pieds à essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et ils vont pas résister. Moi, c'est le mot de résistance. Pourquoi elle parle pas plutôt de lâcher prise? Vraiment résistance, il y a un côté où tu as l'impression qu'elle doit se soumettre, tu vois? Ça doit pas être une résistante, ça doit être une petite coachée qui fait bien ce qu'on lui demande, et qui exécute bien, sa petite performance. Mais en fait, moi ça me dérange. Donc déjà, le climat pour moi, il est pas complètement dans la participation, dans la coparticipation, dans la co-responsabilité. La co-responsabilité, c'est un vrai sujet en santé mentale. C'est, le coaché ou la coachée est en co-responsabilité avec le praticien, le thérapeute, le médecin et cetera et de ce fait-là, en fait, tant que le coaché ou la coachée n'est pas dans sa prise de part de responsabilité, il y a aucun résultat attendu. Donc en plus, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, comme ils sont là comme des petits enfants en CE1, en fait, ils ne sont pas participatifs dans leur tête. Donc certes, ils partent là avec une jolie conclusion, une jolie pensée philosophique, mais qu'ils auraient pu franchement lire, dans les calendriers que tu as dans tes toilettes là, 365 pensées par jour, 365, pensées du jour, tu peux te recoller en te laissant du temps. OK, super. Franchement, il y aurait eu le même effet que d'aller, nous péter toutes les tasses, de chez IKEA. Vraiment, ça aurait été same shit et moi déjà rien que ça, à ce moment-là, je suis tendue. Ensuite, je regarde la séquence, je suis en mode: «Mais où est-ce qu'on en on va casser combien de tasses avant de nous expliquer, le beans là?» Je comprenais pas, je comprenais pas, je comprenais pas. En plus, il y a, il y a comment, il y a Mélanie qui commence à se révéler un petit peu. Mélanie, à un moment, se met à parler du fait qu'elle a subi des violences. Donc déjà, tu es en train de te dire, bah, encore une fois, s'il fallait une nouvelle preuve de ce phénomène, mais toutes les candidates de télé-réalité ont des parcours de vie traumatiques. Alors après, statistiquement, le nombre de femmes agressées dans la population, globale en France, c'est vraiment c'est une cata et de femmes et d'hommes, hein. Mais bref, le nombre de personnes qui ont vécu des traumas, il y en a déjà beaucoup de représentés dans la population, mais en télé-réalité, c'est un cluster.
Vraiment, c'est une dinguerie. Donc déjà, tu es en mode, encore une fois, la preuve qu'elle est participative d'un système pour une certaine raison qui est qu'elle a un parcours de vie, trop compliqué. Mais en plus de ça, il y a quand même un vrai sujet, qui est que c'est une petite phrase au milieu d'une séquence. C'est voilà, elle a subi des violences, on s'arrête pas tellement là-dessus. C'est tellement normalisé dans cette émission que les gens ont vécu des traumas, que c'est vraiment un petit morceau, c'est un petit morceau de la séquence et surtout, Lucie, qui à ce moment-là fait une erreur 404. Vraiment, il y a rien qui se passe dans ses yeux, c'est le regard de Nemo. C'est-à-dire que les yeux sont vides, il y a aucune réaction. Alors, attention, il y a un montage, donc je ne dis absolument pas qu'elle n'avait pas d'empathie pour, Mélanie à ce moment-là et qu'elle n'a pas dit quelque chose. Mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est que quand bien même si, Lucie a dit quelque chose, carrément, ils ont pas gardé la séquence au montage, tellement c'est pas intéressant. On va pas s'arrêter sur le fait que la meuf a subi, des violences. Oh bah non! Pourquoi? C'est pas le sujet là, on est là pour péter des tasses et on est là pour la voir chialer en fait. Donc là, c'est bah, tant qu'elle chiale pas, on va pas laisser la séquence. Quel est l'intérêt? Quel est le but? Enfin vraiment, moi j'étais en mode: «Mais on est chez les zinzins de l'espace là». Là vraiment on est chez les zinzins et puis donc elle continue à péter ses petites tasses, elle est déjà au bord des larmes, on comprend qu'elle a vécu des traumas. De toute façon, enfin voilà, son comportement depuis le début, une espèce de truc un peu dur, un peu froid dès que les gens s'attachent à elle, ça cache, évidemment quelque chose. C'est une évidence. Voilà, c'est une certitude. C'était absolument pas intéressant de le creuser parce qu'on préférait la faire passer pour la méchante et la toxique et la pick me, de l'ancienne génération plutôt que d'essayer de demander pourquoi elle en était là. Mais bon bref. Mais moi-même, je suis tombée dans le panneau. 3 épisodes en arrière, vraiment, elle m'a gonflé le cocotier et j'y suis pas les mains mortes. Mais voilà, c'est exactement la réaction qu'ils attendaient de nous et c'est un bon truc à avoir, dans ma tête de téléspectatrice pour les prochaines fois. Et bref, elle continue à casser ses tasses, on comprend pas où ça va, puis d'un coup, elle se met à pleurer parce qu'elle brise la tasse, du respect. Et c'est pour symboliser le respect qui a été brisé et cetera. Mais moi, en fait, à partir du moment où elle dit: «En fait, c'était dans un climat de violence et cetera, que tu sens sa fragilité», encore une fois, moi, je vois leurs vraies larmes dans leurs yeux. Pour le coup, ils font pas semblant de pleurer la plupart, hein, pendant les coachings. Mais limite, je vois des larmes que j'aimerais pas voir à la télé, qui sont pour moi des larmes de l'intime, qui ne devraient peut-être pas être filmées. Tu la vois, elle chiale, elle casse ses trucs et en fait, elle est dans un climat encore une fois, bah, c'est violent quoi ce qui se passe. Elle a son masque, elle a son marteau, elle pète des trucs et en fait, je me dis: «Mais est-ce que la réponse à ce climat de violence qu'elle a vécu et dans lequel, elle a vécu l'enfer?» Puis encore une fois, souvent, les gens ne conçoivent, ne se rendent compte, quand bien même ils arrivent à réaliser qu'ils ont été violentés, ils ne voient que la violence physique. Parce que c'est une violence, voilà, qui est plus, qu'on visualise. Mais en fait, à mon avis, s'il y a de la violence physique, il y a eu de la violence psychologique. Ça, c'est même pas évoqué, hein. Faudrait pas qu'on perde du temps, sur la séquence de coaching. Bref, mais du coup, je suis en mode: «Mais on lui fait casser des tasses alors que la meuf te dit que la fin de sa relation, ça s'est terminé dans la violence, c'était traumatisant et cetera». C'est pas adapté. C'est pas du tout c'est pas du tout, le fonctionnement, vers lequel il faudrait aller et puis, bah, moi, je suis désolée, mais à la fin du coaching, j'ai toujours pas compris exactement où on voulait aller avec cette histoire de se battre, voilà, pour, donner du temps au temps, pour qu'elle se sente mieux dans sa peau et qu'elle n'ait plus peur de l'engagement. Et en plus, ils essayent de verser, elle lui fait verser du thé en lui disant: «Comme ça, on va voir si ça marche». Le truc ne marche pas, le thé coule partout parce que franchement, j'ai l'impression qu'ils ont mis de la crème fraîche pour recoller la tasse. Je me disais: «Même la conclusion, elle est triste. Même la conclusion, elle est pas là. Même la conclusion, elle voulait pas conclure», tu vois? Et donc bah, elle tourne ça, Lucie en disant: «Bah, tu vois, il faut encore du temps». Mais en fait, moi, ce qui m'a dérangée, c'est que en fait, je crois que vraiment il y a un vrai sujet de on est sur le niveau zéro de la santé mentale, mais en fait, dire juste aux gens: «Il faut du temps pour te reconstruire», mais c'est pas juste du temps. Si tu mets un vase avec des morceaux cassés autour de toi, tu peux revenir dans 10 ans. Les petits morceaux, ils vont pas sauter les uns sur les autres pour se recoller. Le temps ne suffit pas. Quand on dit recoller les morceaux et justement là, cette métaphore de cette espèce de glue qui ne fonctionnait pas, qu'ils ont acheté, en fait, cette glue, c'est la thérapie. C'est-à-dire que tu peux laisser 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu travailles pas sur le problème,
ça sera toujours le même pattern qui va se répéter, se répéter, se répéter, se répéter. Par définition, sa métaphore même du coaching ne fonctionne pas. Des morceaux cassés, tu peux laisser 100 ans, ils vont jamais se réparer entre eux. Le ciment qu'elle essayait de métaphoriser par le temps, en réalité, devrait être métaphorisé par la thérapie, par aller voir des professionnels de santé mentale qui peuvent t'aider. Et j'ai l'impression que ça c'est un mot tabou de parler de médecin, de parler de psychiatre, de parler de thérapie. C'est des termes qu'on n'entend jamais dans cette émission, alors qu'on se parle de coaching et que pour moi, il y a un moment donné où la base de la posture de coach, c'est aussi de verbaliser quand est la limite, parce que sinon, encore une fois, tu es dans un système où c'est plus du coaching, c'est de l'infantilisation et la coach devient la sachante absolue, et en fait, empêche la pensée, le ouais, l'évolution, la mentalisation de quelque chose et en fait, Mélanie, elle sort de là et moi, je pense que son coaching lui a pas servi et si vous voyez même, il y a un moment où elles sont dans la chambre, il y a Mélanie avec sa tasse qui tient pas, qui est vraiment en 1000 morceaux dans son sachet. Tu as, Cynthia avec son petit cadenas, acheté chez Action là et tu as Maïssa juste qui est là avec son énergie humoristique et en fait, elles sont là, elles se moquent du petit cadenas, elles sont là, elles disent: «Ah, je vais prendre des petits morceaux de tasse, je vais prendre un petit cadenas» et en fait, carrément, c'est limite ironique et clairement, ils l'ont même presque laissé à l'écran, tellement même la prod, ils sont conscients qu'en fait, c'est un peu risible et en fait, vraiment, il y a aucun intérêt. Je trouve que c'était pas le coaching n'était pas lié, on comprend pas la métaphore, elle est pas juste. J'en ai marre qu'ils disent aux candidats qu'il faut juste laisser du temps, alors qu'il y a un moment donné, tu vas pouvoir attendre jusqu'à tes 75 ans, si tu te fais pas aider, ça va pas être résolu et puis, en fait, moi, c'est vraiment ce phénomène où le but de la séquence, c'est qu'on les voit pleurer. Mais en fait, ils pleurent pas de soulagement et c'est ça la métaphore qu'ils essayent de faire entrer dans la tête autant des participants que des téléspectateurs, c'est de leur faire croire, de se dire: «Si elle pleure, ça y est, elle est soignée». Mais pas du tout, c'est pas forcément le cas. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas l'être et en l'occurrence ici, pour moi, c'est des pleurs de c'est pas résolu, c'est des pleurs de souffrance, c'est des pleurs de décharge. C'est des pleurs, vraiment presque primitifs quoi, qui viennent du corps et qui ont besoin d'être adressés de manière psychologique, de manière, voilà, thérapeutique et en fait, moi, je commence à être très mal à l'aise avec ces coachings dont le seul objectif final, c'est de faire pleurer les candidats à l'écran, en nous faisant croire que ça y est, c'est la résolution de l'histoire et ça me met extrêmement mal à l'aise et je peux pas accepter ça et ces séquences, vraiment, c'est pour moi, c'est de l'ordre de l'intolérable. Dans, l'intolérable ou du moins le très agaçant, on va se parler également maintenant de la dynamique Patrick Clarisse. Parce que spoiler, c'est pas normal d'insister comme ça. Voilà, voilà. Alors, eh bah, Clarisse et Patrick, cette semaine, c'est l'exemple, s'il en fallait encore, en télé-réalité française, qu'on peut voir une femme, sur, une chaîne télé, d'un des plus grands groupes, télé d'Europe, dire non toute la semaine et avoir en face d'elle un homme, une équipe de production et un groupe de gens qui n'entendent pas ce nom et qui le refusent. C'est-à-dire que vraiment, Clarisse a passé une semaine à dire à Patrick: «C'est terminé, je te laisse te concentrer vers d'autres aventures, d'autres projets» et lui de continuer à essayer d'être dans une dynamique de séduction, à tourner ça sur le ton de l'humour, mais plus encore, à venir carrément invalider, le non et à dévaloriser les certitudes de Clarisse par rapport à ce non. C'est-à-dire que vraiment, ce qui m'a frappée, en fait, dans la dynamique, de Clarisse et Patrick, c'est que, très sincèrement, il était sans arrêt en train de lui expliquer, qu'elle était dans le faux, en fait, en voulant, lui dire que c'est bon, ils pouvaient redevenir amis et cetera et en fait, vous savez, ça m'a rappelé quand il y a 2 3 semaines, où, bah, justement Clarisse et Patrick étaient dans leur époque de pré-crush et que j'avais dit que je trouvais quand même Patrick assez red flag, même si c'est une vraie contre-proposition, des autres, boucs de la villa là. Parce que en fait, je disais que globalement, j'aimais pas le fait qu'il lui dise sans arrêt, qu'il fallait qu'elle lâche prise, qu'elle baisse la garde et que je trouvais ça un peu suspect, que très tôt dans une relation, il lui demande de baisser la garde. Évidemment, quand la relation est plus installée, dire, qu'une personne doit baisser la garde, c'est un peu un cadeau pour lui dire: «Avec moi,
tu es en sécurité, tu peux te lâcher, tu peux aller dans un état de vulnérabilité, c'est hyper OK. Là, en fait, c'était trop tôt et du coup, j'avais un peu l'impression qu'il voulait accéder à sa vulnérabilité pour essayer je sais pas si l'affaiblir, mais pour essayer vraiment d'entrer un petit peu dans le monde de Clarisse et de la posséder d'une certaine manière. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une démarche un peu étrange et un peu une espèce de stratégie de manipulation et cetera et je sais pas pourquoi et je sais pas si je suis la seule, mais vraiment ce Patrick, il me donne la vibe, vous savez des coachs en séduction à Châtelet-Les Halles, là, à Paris, qui draguent, aux sorties de métro avec des vieilles stratégies, à 2 francs 6 sous. En fait, vraiment Patrick 100. Je le vois tellement dans une séquence aller voir Clarisse, droit dans les yeux et lui dire: «Est-ce que ton père est astronaute? Parce que j'ai l'impression qu'il a mis toutes les étoiles du ciel dans tes yeux». En fait, je le vois vraiment, mais 100 là-dedans, vraiment le pick-up artiste originel, vraiment le vendeur de formation YouTube et en fait, j'ai l'impression qu'il va lui sortir des punchlines, toutes plus tirées par les cheveux, les unes que les autres et jusqu'à y arriver, quoi et en fait, c'est d'ailleurs à un moment, on l'entend vraiment dire, «Je comprends pas avec Clarisse, j'ai pas, enfin, j'ai l'impression que j'ai plus les outils, et cetera» et c'est parce qu'en fait, Clarisse, elle sort de son logiciel. Le fait qu'elle refuse, sans arrêt ses avances et qu'elle lui dise en gros: «Ben, tu as laissé passer le bus, c'est terminé, maintenant va falloir y aller à pied, donc bah, débrouille-toi. Ça sera plus tu vas plus faire un bout de chemin avec moi». Je sais pas jusqu'où je vais avec cette, avec cette métaphore, autoroutière là, mais en bref. Elle lui dit, genre, «Finito pipo» et en fait, lui, il comprend pas et en fait, je pense que c'est pas, juste que le mec ne veut être insistant et voilà, de toute façon, il est en télé-réalité dans un écosystème où c'est totalement, valide d'invalider, justement le nom d'une meuf donc bon, jusqu'ici, il y a rien de nouveau sous le soleil, pour ça que ça ne choque absolument personne et que tout le monde trouve que c'est une dynamique un petit peu rigolote. Mais en fait, vraiment, je pense que ça lui échappe complètement et il y a pas qu'à lui que ça échappe. C'est-à-dire que même la production, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont vraiment à bout de moyens pour arriver à les mettre ensemble. Parce que comme on se le disait, on est sur la fin de saison, il faut qu'il y ait une conclusion et on rappelle en conclusion, la seule conclusion valide, voilà, en télé-réalité, ça va être de mettre des gens en couple, hein, s'ils partent célibataires mais heureux, comme Clarisse qui finalement est une des personnes qui a le plus bénéficié de son coaching, et qui, l'utilise le plus, bah, en fait, c'est bien mignon, mais si elle embrasse personne, c'est pas valide, c'est pas une belle fin, c'est pas la happy end recherchée par le groupe TF1. Donc on doit aller sur une autre direction et en fait, ce qui est bien malheureux pour eux, c'est que Clarisse, c'est l'une des seules à autant utiliser son coaching et justement, elle est sortie de son accompagnement avec Lucie en se disant: «OK, il me manque de respect, je vais lui mettre des limites» et le truc, c'est que ça marche tellement bien que ça fout en l'air le narratif que la prod avait prévu et à tel point que Clarisse, Lucie, elle a tellement bien fait son taf, et justement le coaching a tellement bien marché qu'ensuite elle est revenue voir Clarisse en lui disant: «Faudrait que là tu ailles discuter, avec, avec Patrick, pour que, vous fassiez un petit peu le point sur la situation». Vraiment, elle s'est dit: «Faut que j'annule un peu, j'ai trop tryhard là, j'ai trop bien fait le coaching, ça fout en l'air l'émission». Donc déjà, je trouvais ça hyper bizarre. Là, faudra pas venir me dire que c'était pour une démarche thérapeutique parce que Lucie, si elle était une coach, avec vraiment pour unique bonne intention, que leur avenir amoureux à chacun et chacune soit plus heureux, elle lui dirait: «Bah, trop bien, mais let's go, tu as réussi à lui mettre la limite, effectivement, bah, il a laissé passer sa chance, tant pis pour lui». Mais en fait, Lucie étant, vraiment, partie prenante de la prod, bah, en fait, elle revient auto-saboter, enfin saboter le coaching qu'elle avait, réussi auparavant avec la candidate. Donc c'est juste un peu étrange, un peu particulier et puis alors, vraiment, je pense que le pompon pour moi, c'est quand ils partent, là, cette semaine aux îles Gili et que, tout à coup, fin des budgets chez TF1, on peut faire venir des prétendantes, depuis la France jusqu'à Bali. Par contre, payer une quatrième chambre ou avoir un mur de salle de bain, pour, séparer, la pièce d'eau de la nuit, de la pièce de sommeil, ça m'a l'air d'être impossible. Il y a plus d'argent pour le ciment apparemment chez TF1, donc ils sont obligés, bien malheureusement, Patrick et Clarisse, de dormir ensemble. Comme s'il était tout à fait normal d'imposer à un homme et une femme qui, en plus, ont une dynamique amoureuse qui s'est soldée par un échec, de dormir ensemble. Et c'est normal, et c'est filmé, et ça passe à 20h sur une des plus, grosses chaînes. C'est tout à fait normal, il y a aucun problème là-dedans
et je donc ils se sont endormis côte à côte avec des petits polochons au milieu là, quand même, histoire de mettre une limite parce qu'apparemment comme il comprend pas les mots, faut lui mettre des objets comme un enfant de 5 ans pour qu'il visualise, la limite. On lui a mis des petits coussins, j'espère que ça va clarifier le propos et là, j'ai vu dans le coming next, bon, je sens que je vais devenir encore zinzine la semaine prochaine, j'ai vu que, Clarisse, au réveil le lendemain, parce que là, du coup, ça s'arrête, le soir, au coucher là, dans au milieu de leur polochon. J'ai vu Clarisse dire, il me semble: «Ah, c'est bien, il a quand même respecté la limite parce que, il y en a, c'est pas toujours le cas». Mais, on va quand même pas lui remettre une, gommette petit ourson, parce qu'il aura réussi à respecter la base des bases des bases qui est le consentement. Enfin, c'est en fait, le niveau est tellement bas et il y a je pense qu'il y a tellement de cas en télé-réalité où, en fait, il se passe des dingueries hors caméra parce qu'il y a un moment donné, c'est pas qu'une histoire d'acting, de jouer un petit rôle de séduction dans la caméra. Évidemment que sans doute que Clarisse et Patrick, forcent peut-être le trait et cetera. Enfin, surtout Patrick, parce que je vois pas trop ce que Clarisse force. Mais vous voyez, c'est comme Emin et Maësan, forcément, il y a un côté comme ça, un peu acting dans leur métier. Un peu série-réalité plus que télé-réalité, heu, mais je pense que, mine de rien, ça crée quand même un contexte où les mecs ont du mal, et même peut-être aussi, les meufs, ont du mal à comprendre la frontière de ce qui est OK, de ce qui est pas OK, ce qui est pour les caméras et ce qui est pour la réalité, de où s'arrête, le côté un peu acting et où commence, la vraie dynamique, la vraie relation humaine entre 2 personnes et je pense qu'il doit se passer encore plus de dingueries que ce qu'on sait déjà, que ce qui est déjà sorti, que certains, faits, voilà, qui ont été, l'objet de dépôts de plainte et cetera. Donc c'est quand même, une énorme folie et en fait, c'est aussi de la responsabilité des prods d'arrêter, en fait, de créer des systèmes où la meuf dit non, dit non, dit non et comme ça ne leur convient pas dans leur écriture de saison, en fait, ils vont essayer de créer une dynamique amoureuse par le rapprochement. Parce que factuellement, en fait, les études montrent que, parmi, les critères qui créent le plus, qui forgent le plus une dynamique amoureuse entre 2 personnes, il y a la proximité. Vous avez plus de chances de développer plus rapidement des sentiments amoureux auprès de personnes, auxquelles vous êtes plus souvent exposés. C'est le fameux truc, des gens qui tombent amoureux, à l'école, au travail, dans leur groupe d'amis et cetera. C'est parce que c'est des gens qu'ils voient tout le temps, de manière répétée, donc il y a une proximité physique, il y a une proximité émotionnelle, tu te dis les mêmes choses ensemble et cetera et du coup, c'est aussi les stratégies que les prods dans ces émissions de dating vont avoir. C'est-à-dire qu'elles vont, créer aussi des moments, privilégiés en plus petits groupes pour renforcer cette proximité et c'est ce qu'on retrouve dans le schéma de Lil Gilly où ils sont à 6 avec 2 autres couples qui étaient sûrs, de fonctionner ainsi. Du coup, la prod savait très bien qu'il allait rester que, 2, que 2 personnes un peu volantes qui ne sont pas spécialement volantes dans la tête de Patrick, donc à savoir Patrick et Clarisse. Autre stratégie habile, c'est que vous remarquez bien que, Clarisse qui est souvent, entourée en trio avec, Mélanie et Maïsane, qui sont, Mélanie et Maïsane, les meufs, je dirais, les plus concentrées, sur ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, dans, les relations avec les mecs. Bizarrement, Mélanie et Maïsane, on les a bien laissées au bercail, on les a bien laissées à la villa, en se disant comme ça: «Il y a peut-être plus de chances que Clarisse flanche un peu, se laisse un peu porter par la vibe, il y a ça, il y a le fait que, elle est sortie du milieu de la villa où ils se sont, voilà, déjà écharpés, où elle lui a déjà dit: «Non, c'est non». Donc en fait, en se disant: «Ça va permettre un nouveau départ», tout ça, c'est complètement réfléchi pour essayer de favoriser le rapprochement et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que pendant qu'ils sont aux îles Gili, il y a, quelqu'un de l'île Gili qui envoie le texto, vous savez, sur la chaîne, de Nîmes là, en disant en gros qu'il y a un rapprochement dans la ville, dans les îles, enfin dans le groupe des îles Gili et en fait, ce qui est très intriguant, enfin ce qui est très intéressant plutôt, c'est que Maïsan dit tout de suite: «Je suis sûre que c'est pas, Clarisse et Patrick, je connais Mago» et en fait, elle a raison parce qu'in fine, enfin jusqu'à preuve du contraire, il y a pas eu de rapprochement mais en fait, tu vois à quel point la prod avait tout à gagner à isoler aussi Clarisse, de Maïsan et de Mélanie, de sorte à ce qu'elle soit aussi en en relation directe avec Patrick, en mode Patrick, c'est sa personne ressource, c'est la personne la plus proche. Je veux dire, elle va pas aller, se confier à Giovanni, son ex, quoi et du coup, tout est vraiment
penser habilement pour qu'il se passe quelque chose, espérons-le. Et ça crée aussi une dynamique où Patrick se pense que c'est tout à fait OK, vu que la prod elle-même insiste, bah, lui, il insiste aussi, mais je pense totalement inconsciemment dans une logique globale, dans un système global qui lui est favorable, qui le pousse, qui l'incite, à faire ça. Puis même, on se rappelle que dans cette télé-réalité-là, ton seul objectif, c'est de te foutre en couple, hein. Patrick, son dernier objectif, c'est vraiment d'aller dans son coaching. Je sais même plus s'il l'avait ou pas. Vraiment, c'est plus focus, sur les coachings. Et du coup, ça crée des situations, des conversations, moi, qui m'ont profondément dérangée entre Patrick et Clarisse, où on voit à un moment Patrick, dire à Clarisse, bah, ils viennent d'arriver au Lily: «Oui, j'aimerais trop que tu reviennes joyeuse, rayonnante et cetera» et en fait, il y a absolument aucun changement chez Clarisse. On l'a pas du tout vue s'éteindre. Au contraire, elle est toujours drôle, elle est toujours pétillante et cetera. Mais en fait, il lui dit ça et elle, en plus, pendant ce temps-là, elle lui répète, mais je sais bien, je sais pas combien de fois, un bon 5 fois: «J'ai pas changé, j'ai pas changé, j'ai pas changé». Parce qu'en fait, elle se rend compte de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de la gaslighter, il est vraiment en train de manipuler sa propre perception à elle de ses émotions. Il est en train de lui faire rentrer dans la tête que depuis qu'ils ont mis un stop à leur dynamique, de crush, en gros, elle se serait éteinte. C'est ce qu'il essaye de lui instaurer dans la tête, alors que pas du tout. Il y a eu, j'ai l'impression, aucun changement. Juste, en fait, j'ai l'impression que Clarisse, c'est on-off. Elle était on, elle était turn on, voilà, elle était séduite par lui et cetera. Il commence à se croire à Carrefour City, à aller, prendre un truc dans tous les rayons. Turn off. Bah, elle a bien raison que ce soit un turn off pour elle et c'est légitime. C'est sa limite, c'est pas une discussion et c'est pareil, il y a un autre moment, il lui dit, et d'ailleurs, c'est pas un autre moment, c'est plusieurs autres moments où à chaque fois, il revient sur ce concept de limite en lui disant: «Non, mais tu as raison de mettre des limites, mais». Il y a pas de mais, en fait. La limite dans la dynamique relationnelle, elle est comme ça, elle est fixée, c'est point final. C'est pas normal à partir du moment où il y a ta limite est que tu rajoutes un mais. Sa limite est valide et en plus, vous êtes au début de la relation, il s'est encore rien passé, tu es déjà en train de challenger ses limites. En vrai, c'est un méga red flag. C'est trop tôt. Il peut y avoir parfois des discussions sur le long terme de, bah, en fait, il y avait telle limite au début par rapport aussi à tes anciennes relations qui te font poser des limites parce que c'est un peu ton poids du passé et cetera. Mais en fait, la limite de dire: «Fraté, notre relation, c'est pas un buffet à volonté, tu viens pas te servir, chez toutes les meufs», ça me semble pas être non plus déconnant, quoi. On est OK là-dessus, tu vois? C'est safe de dire ça et en fait, c'est fou comme il avait des actions assez red flag et comme c'est passé un petit peu au milieu du bazar, sans que ça se voit tant que ça, sans que qui que ce soit ne capte vraiment et en fait, c'est passé pour un arc un peu, humoristique dans la semaine, que ce soit sur le lieu de tournage, par les cœurs brisés, mais même à l'écran. Moi, j'ai pas vu spécialement de gens sur les réseaux sociaux trouver que c'était un peu too much. Alors que moi, j'ai trouvé ça too much, même si en soi, la dynamique Clarisse-Patrick peut être marrante parfois et que je trouve que c'est un des binômes les plus intéressants, que c'est peut-être, ouais, vraiment une des dynamiques de séduction qui était les plus intéressantes et qu'on va pas se mentir, Clarisse est hyper drôle, mais pour le coup, Patrick, il est surtout drôle quand il est avec Clarisse. Enfin, c'est mon avis personnel et en fait, il y a au milieu de ça des red flags un peu normalisés qui sont un peu, je dirais, terrifiants, selon moi. Et pour terminer, on va se parler aussi d'un autre cas de red flag, normalisé. On va se parler de Océane. Océane et ses boys, qui vraiment nous a fait un clip de prévention, anti-red flag où vraiment en une semaine de dynamique relationnelle, elle nous a fait la liste de tous les no-go dans une relation. Alors, apparemment, on était, sur la semaine internationale, officielle des red flags, parce que vraiment la semaine d'Océane, c'est comme je disais, c'est un clip de prévention anti-red flag. C'est vraiment la liste de tous les trucs pour lesquels il faut fuir. Ça m'a vraiment, mais choquée, en fait, toutes les dynamiques que Océane a rencontrées. Donc déjà, heu, Océane, je pense qu'elle-même, elle a conscience qu'elle navigue énormément de red flags puisque qui a remarqué que ça fait quand même 3 semaines que la meuf est en train de réclamer des coachings et que vraiment la dernière priorité, de la prod de Lucie, c'est de lui donner un coaching. Elle a juste eu une conversation un peu à l'emporte-pièce avec, Lucie. C'était déjà sur les quotidiennes de la semaine dernière, où en fait, Lucie est venue non pas la coacher, mais lui donner, vraiment une leçon de vie, un ordre, comme si c'était un petit bébé, en lui disant en gros
quelque chose qui était factuellement vrai, mais pour le coup, qui était selon moi mal amené. Elle est venue lui dire: «Bah, en gros, c'est pas possible en fait ce qui se passe avec Maxime. C'est pas normal qu'un mec, bah, en fait utilise, tes, vulnérabilités contre toi». Ça pour le coup, bah, effectivement, là pour une fois, la ouais, la ce qui a été dit était pertinent. Mais en fait, ce qui m'a dérangée, c'est qu'elle est pas venue lui dire: «Ah, c'est intéressant que tu aies fait l'observation toi-même», parce que du coup, c'est Océane qui est venue avec cette information. Donc Océane, elle avait quand même le recul d'identifier que le mec utilisait ses vulnérabilités contre elle. Ce qui est déjà une bonne partie du travail, d'être en mesure elle-même, en autonomie, d'identifier. Mais du coup, en fait, moi derrière, je trouve que ça aurait été intéressant d'ouvrir la conversation, de lui demander: «Mais d'après toi, pourquoi il fait ça? Quelle vulnérabilité il vient chercher? Pourquoi ces vulnérabilités-là l'attirent lui? Pourquoi tu es justement attiré par un mec qui très vite a capté tes vulnérabilités? Comment tu peux mieux te protéger? Quelles conclusions tu te fais, si, dès que tu viens de rencontrer un mec, il utilise tes vulnérabilités, d'après toi, voilà, quelle décision ça devrait te mettre en tête?» Et en fait, dans ce cadre-là, c'est un coaching parce que du coup, c'est elle qui articule sa propre pensée, ses propres décisions et du coup, elle est en pleine possession de ses moyens, elle prend la bonne décision et elle avance et elle se protège. Le problème, c'est que là, c'était pas possible de faire ça puisque une vraie séance de coaching, si elle était faite, vraiment dans les conditions du réel, ce serait trop long. Ce serait immontable, en fait, immontable et immontrable. Ce serait pas intéressant. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir Lucie qui donne, une leçon, voilà, imposée, vraiment figure imposée. En fait, le mec fait ça, tu lui dis: «Non», terminé, c'est ciao et du coup, ben, réaction classique, comme elle a été infantilisée, Océane, bah, du coup, elle réagit comme une enfant, une ado rebelle. Elle me dit, Lucie, de pas continuer avec lui, mais du coup, on voit cette séquence, hein, mais du coup, ben, moi, je vais aller dans la contradiction. Mais forcément, en fait, parce que elle a pas été amenée à être coachée et à réfléchir. Donc du coup, ben, elle se dit: «Moi, j'ai envie de challenger ça». Elle a besoin de se faire sa propre conclusion, donc elle y retourne. Donc déjà, c'est encore une fois la preuve qu'il y a un vrai problème dans l'accompagnement qui est proposé aux candidats, entre le fait qu'ils doivent faire, vraiment 72 réclamations pour accéder à un coaching et le fait que une fois qu'ils arrivent sur place, c'est pas un coaching, c'est une leçon d'histoire géo qu'ils doivent apprendre par cœur et exécuter comme des petits enfants. Bah, en fait, forcément, ça fonctionne pas, forcément. Et du coup, ben, Océane, ça fait un mois, enfin un mois en tout cas de visionnage, mais peut-être, alors, 1 semaine en réalité, qu'elle est dans la villa. Elle ne progresse pas et voire même elle se retrouve avec les prétendants les plus red flag de la région. C'est un enfer, vraiment, elle est en baignade en zone interdite et en fait, elle se retrouve avec le Maxime, pardon. Où, en fait, ben, le mec il est toxique pour elle, mais elle est aussi toxique pour lui. C'est que pour le coup, pour moi, il y a vraiment une espèce de toxicité réciproque. Des fois, c'est aussi pas 2 personnes qui sont toxiques, ça peut être aussi une dynamique qui est toxique et vraiment ce qui est assez intriguant, c'est que Maxime, de l'autre côté, le prétendant, à un moment au confessionnal, il dit aussi, «Je sens que c'est toxique, mais je peux pas expliquer pourquoi, j'ai tout le temps besoin d'y retourner». Et oui, bah, forcément, c'est le classique, de, privation, retrouvailles et cetera. On en a parlé plein de fois dans ce podcast. C'est une des dynamiques phares, dans, l'amour, en télé-réalité. C'est ce côté, conflictuel et tu Océane qui, de l'autre côté, dit: «Moi, je sais que j'ai besoin du conflit, j'ai l'impression que ça me fait vibrer», j'ai elle dit vraiment, mais elle l'a dit au moins un bon 3 fois. Je l'ai au moins 3 fois dans mes notes. Elle a dit que, vraiment, c'était le conflit qui lui permettait de se sentir, dans l'histoire et cetera. Ça, il va falloir, l'adresser, hyper rapidement. C'est un pattern qui est hyper intéressant et d'ailleurs, je sais pas si c'est exactement ça qui va être adressé sur son coaching. Bon, même si ça devait être ça, est-ce que ça aurait du résultat? Non, je ne crois pas. Mais il me semble qu'elle est arrivée dans la villa avec une problématique un peu plus large, un peu moins bien définie et en fait, le fait que Lucie aussi ne les voit pas évoluer tant que ça dans la villa. Après, sans doute qu'elle a des images vu qu'elle est limite, ma prod, mais je sais pas si elle les regarde vraiment, si elle s'y intéresse et cetera. Donc du coup, ben, de ce fait-là, je suis pas sûre qu'elle va se rendre compte, en fait, d'à quel point, bah, Océane entretient des relations toxiques avec justement ce fameux Maxime et hem et en fait, pour moi, il y a
il y a rien qui fonctionne et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, Océane, tout de suite, lui donne l'alerte en lui disant: «Il faut que tu arrêtes avec ce mec». En fait, vraiment, dès qu'il a claqué la porte, elle lui dit et pour le coup, bah, vu que c'est pas sa coach, mais que c'est son amie, pour moi, ça fait plus sens qu'il y ait plus un côté un peu comme ça, impératif et pour le coup, c'est relativement, réel et au-delà de ça, lui, il a quand même des comportements, encore une fois, mais on dirait qu'ils vont les chercher, vraiment au salement international du red flag. C'est-à-dire que on sait jamais trop quand il va arriver. Ça, c'est un comportement de mec red flag, enfin de personne red flag. C'est-à-dire que, et c'est renforcé par la prod encore une fois, qui fait arriver, Maxime à un moment de la soirée où Océane était justement en train de parler à un autre mec. Bam! Lui, il arrive de nulle part. Il arrive plus tard et cetera. Donc ce côté aussi surprise, ça crée de l'incertitude, ça crée de l'insécurité et ça ne vient que renforcer cette dynamique toxique, cette dynamique de privation. Il y a aussi le fait que dans ces télé-réalités, en vrai de vrai, c'est un schéma récurrent parce que c'est créé par les concepts mêmes des émissions où ils savent jamais trop quand ils vont retrouver leurs prétendants, ils peuvent jamais tellement être en contact et cetera. Donc du coup, cette insécurité émotionnelle, le fait qu'ils puissent pas vraiment avoir un agenda, avoir de la clarté sur les prochaines étapes, les prochaines retrouvailles, communiquer entre les 2 pour continuer à maintenir le lien et cetera, par essence, ça crée des dynamiques exactement comme ça et c'est exactement pour cette raison que Océane, elle a construit son schéma relationnel comme ça. En plus de son parcours de vie qui était hors télé-réalité et clairement qui est déjà un poids lourd dans son parcours, on est d'accord. Mais le fait qu'elle soit en télé-réalité depuis 10 ans et que tous les mecs qu'elle rencontre, avec qui elle est en dynamique amoureuse, ce soit quasiment tout le temps sur des tournages, de manière très exposée, très commentée par les autres, avec toujours des histoires de gens qui crient, de gens qui sont en guerre, des embrouilles dans tous les coins et cetera, des tentateurs, des prétendants qui viennent, qui repartent, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont là et cetera, on ne sait pas pourquoi, c'est pas clair. Mais en fait, c'est pour ça que la meuf, elle est en fait, c'est insécurisant au possible et en fait, comme ça fait 10 ans que son gagne-pain, c'est de s'embrouiller avec des gens à la télé, tu m'étonnes que son pattern relationnel, ce soit d'être tout le temps en conflit et qu'elle a l'impression que le conflit, c'est le début d'une relation réussie. Elle commence à verbaliser que c'est pas bon, que c'est pas la bonne direction. Pour autant pour autant, elle y va et pour autant, il crée une addiction et en fait, tout le monde lui dit autour d'elle: «Mais meuf, c'est pas safe» et elle arrive pas à résister à ça et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, ce qui va se passer sur la suite de la semaine, c'est que au lieu de se dire, comme un peu Maïsan: «Il faudrait donner à ces femmes un temps calme», non, on va lui refoutre encore un nouveau prétendant dans les pattes. Donc à savoir le fameux, Simone là, qui a acheté son accent italien sur Amazon parce que l'accent ne marche qu'1 heure sur 2. Pas une désagréable par rapport, je sais pas, je connais pas le parcours de ce monsieur, il était sans doute, il est sans doute italien, mais c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un peu un personnage, que c'était un peu un cliché, que c'était un peu un acteur qu'ils avaient payé, quoi. Alors vraiment, en plus, tu vas me faire croire que genre c'est vraiment un pote de Gabriel, ils avaient aucune amitié entre eux. Vraiment, ils se sont vus une fois à une soirée à Bali, et comme Gabriel, il fournit cette petite liste avant et qu'il est, cul et chemise avec les prods, clairement, bon, plus trop maintenant, avec la prod de la villa, on l'a vu la semaine dernière, il pourra plus refaire la villa, il a été exclu. Mais en tout cas, à cette époque-là, il était en odeur de sainteté, vis-à-vis des prods, donc c'est même plus lui qui fait des petites listes des gens sympas qui courent sur Bali et qui seraient pas mal dans le tournage. Donc bref, je pense que c'est un peu comme Minia, c'était un peu un appel de la dernière chance. C'est s'il y avait rien d'autre, si Océane, ça ne fonctionnait pas, avec les différents prétendants et cetera, alors on allait appeler Simonet. Et donc là, bah, miracle, Simonet arrive du tout cuit, un homme censé être green flag dans les codes de télé-réalité, et vraiment il est livraison, Amazon Prime encore une fois, il est livré sur Six. C'est ça qui est fou aussi dans leur dynamique d'amour, c'est qu'ils ont vraiment des gens, les personnages principaux de télé-réalité, qui arrivent pour être amoureux d'eux. Mais du coup, ça crée des enfin, je sais pas, mais ça crée des trucs irréels dans leur dynamique, ça crée des trucs dysfonctionnels. C'est tellement étrange, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Quand tu imagines, c'est dans la vraie vie, tu avais vraiment quelqu'un qui arrivait chez toi et qui disait: «Je pense que tu me plais, ouais. Je sens qu'il se passe un truc entre nous, on a une belle complicité, on s'est parlé une fois sur Snapchat, j'ai senti qu'il se passait un truc, je comprends, on peut se marier, faire des enfants». C'est complètement n'importe quoi. En fait, c'est pour ça qu'ils sont complètement, fucked up, dans leur dynamique, relationnelle aussi. Mais donc bref, là, Océane, on lui sert, sur un plateau, le ciboulet,
qui a l'air, gentillet. Bon, moi, j'ai quand même une alerte rouge qui s'est allumée au moment où il a commencé à dire: Oui, moi, tu sais, je respecte énormément ma maman, je respecte énormément les femmes». Vraiment, les mecs, ils vont commencer à te dire qu'ils respectent les femmes parce qu'ils ont été, je cite, ouvrir les guillemets, «élevés par des femmes». J'en parlerai dans ma prochaine conférence. Ça s'appellera «Alerte rouge, drapeau rouge, danger, 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 fuyez, courez». Hein, vraiment, c'est un faux ami. Enfin, c'est comme en anglais, vous savez, où il y a des mots qui ressemblent au français et c'est pas ça. Et ben, c'est un faux ami. Le mec, il dit, «J'ai été élevé par des femmes», run, par pitié. Mais bref, dans les codes de la télé-réalité, c'est un homme bon à marier et c'est un homme de fin de saison. Encore une fois, on en revient au schéma narratif. Là, si, vous avez l'impression que les derniers épisodes, ils sont un peu plus doux, un peu plus sur l'humour, que ça commence à être un peu moins, toxique, que les gens commencent à être un peu plus green flag, c'est pas juste parce que Marwa est partie. J'ai vu des gens dire que, depuis que Marwa était partie, les quotidiennes étaient beaucoup plus drôles et beaucoup plus douces. C'est vraiment horrible, mais c'est vrai qu'il y a une corrélation. Est-ce que c'était un mood qu'elle amenait ou est-ce que c'est juste qu'effectivement, bah, voilà, on est sur une fin de saison? Je pense que c'est plutôt ça. C'est que là, comme on est sur la fin de saison, il faut que ça se termine bien. Il faut que, on montre d'une manière ou d'une autre, qu'il y a une belle conclusion pour chacun des candidats parce qu'on se souvient que c'était une émission sincère de coaching où ils allaient pouvoir réécrire le futur, de leurs histoires d'amour. Donc évidemment, il faut que ça se termine avec des petites fleurs. Donc tout le monde se calme et donc bien sûr, on a, bah, cet adorable, voilà, cet adorable Simonet, qui nous vient, tout frais payé comme ça, livraison à domicile, au bord de la pistoche, voilà, pour, permettre à Océane d'entrevoir, un monde meilleur, dans ses amours. Bon, si tant est qu'elle s'intéresse vraiment à Simonet sur le long terme, ce qui clairement, à mon avis, ne sera pas le cas. Je pense qu'elle va revenir, tout chousse dans les bras du Maxime parce que, bah, encore une fois, voilà, elle est matrixée et programmée maintenant pour aimer, les histoires, conflictuelles, chaotiques, se nourrir, bah, des cris, du risque, de la peur, du danger, de l'incertitude, de l'insécurité émotionnelle. Donc ben, le petit Simonet, tout mignon, tout chou qui adore le roi lion là, ça va pas le faire. C'est pas la proposition, c'est pas la ligne édito. Donc clairement, bah, en fait, ça va pas s'arranger demain. Même si j'avoue qu'effectivement, bah, j'ai énormément du coup de curiosité vis-à-vis du coaching, d'Océane parce que je suis certaine que, ça va l'aider. MDR. Non, mais parce que j'ai envie de savoir ce qui va être vraiment creusé par Lucie. J'ai envie de savoir quelle mécanique va être créée. Je sais pas ce qu'il leur reste là. Ils ont tout pété, vraiment, ils ont replanté tout balayé, ils ont cassé toute la vaisselle en magasin. Je sais pas ce qu'ils vont nous pondre, vraiment, on a tout fait. On a fait les verres, on a fait les bols, peut-être pas les bols. Putain, les bols. Bah, elle va peut-être faire ça. Elle va peut-être faire un mix de tous les coachings, elle va la faire crier au bord de la plage tout en cassant des bols et en plantant des arbres, au milieu de la mer. Je sais pas ce que ça va être. Mais en tout cas, voilà, on va la faire bien pleurer, on va bien lui faire exposer sa vie privée, parce qu'il va arriver des trucs bien trash et c'est exactement ce dont la prod avait besoin pour les derniers coachings. Donc ça va être bien sale, bien dirty. Et surtout, voilà, la vraie question que je me pose aussi, c'est si, vraiment, Lucie va enfin oser dire le T-word, donc le therapy word, à Océane. Parce qu'effectivement, là, dans le call qu'elles avaient eu, elle lui avait dit, «Bon voilà, on va commencer à initier quelque chose avec ce coaching, un parcours pour te donner des clés pour la suite». Mais lui, donne-lui pas des clés, en fait, donne-lui un lien Doctolib vers des praticiens, en fait, agréés. Au bout d'un moment, genre, on va arrêter de se donner des clés, on va arrêter d'ouvrir les portes. Peut-être elle va faire un truc avec des clés. Ah attendez, c'est ça, je suis sûre, elle va faire un truc avec des clés. Ah mais oui, j'ai la vision. Elle va lui faire ouvrir 12 000 portes. Voilà, c'est ça on n'a pas fait. Et après, elle va lui faire casser les portes et après, elle va lui faire replanter les portes pour que ça devienne des arbres, pour que ça, voilà, ça soit la métaphore de sa future croissance. Bref, je sais pas ce qui nous attend, mais je vais être bien installée dans mon canapé. Je vais être bien cringer quand ils vont la faire pleurer, pour bien réveiller sa souffrance sans l'aider derrière à l'appréhender et à la soigner. Ça va être super, on va se régaler. Vraiment, le coaching d'Océane, ça va être, notre point culminant de la semaine prochaine. La petite gommette à Patrick parce qu'il aura su se tenir correctement en dormant avec une meuf qui veut pas plus que de l'amitié. Tout ça, on s'en reparle dans le prochain épisode de Petite Chatte des Cœurs Brisés, samedi prochain, puisque maintenant Petite Chatte des Cœurs Brisés, c'est le samedi.
Voilà, on s'énerve sur la villa le week-end, comme ça ensuite on se retrouve le lundi pour redémarrer sur une belle semaine après un super débrief Starac. Donc maintenant, on se retrouve dans 2 jours pour le deuxième épisode de Chit Chat Academy. On va se faire un débrief de tout ce qui se sera passé au château. Premières évals, première nomination, premier prime. Il y a déjà énormément de choses à dire sur les nouvelles mécaniques aussi. Donc j'ai trop hâte. En attendant, n'hésite pas à mettre 5 étoiles à ce podcast sur Apple et Spotify si tu l'as pas déjà fait. Et surtout à commenter l'épisode sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube aussi. Il y a de plus en plus de commentaires sur YouTube et c'est génial parce qu'on a des super conversations. D'ailleurs, tu peux soutenir le podcast en le suivant également sur YouTube si tu veux. Et en tout cas, on se retrouve dès lundi et dès samedis pour de nouveaux épisodes de Chit Chat. Salut, salut!